Chers collègues, dans le cadre des travaux de notre mission d'information sur la santé périnatale et son organisation territoriale, nous entendons cette fin d'après-midi, les représentants de 3 fédérations hospitalières. La Fédération hospitalière de France, qui représente les hôpitaux publics, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaire, donc la FEAP, et pour les établissements privés à but non lucratif, et la Fédération de l'hospitalisation privée, la FHP, pour le secteur privé commercial. Au-delà des traditionnelles auditions menées au Sénat, prisme territorial oblige, nos travaux se déroulent également hors les murs. Et après un premier déplacement à l'hôpital Robert Debré de l'AP-HP ce jeudi, donc après-demain, notre mission d'information effectuera un déplacement en Meurthe-et-Moselle, à Nancy et à Lunéville. Ces auditions et déplacements confirment une préoccupation générale sur la situation de la santé périnatale, au regard notamment des grands indicateurs de santé publique que sont ceux de la mortalité néonatale, infantile ou maternelle. L'un des éléments d'analyse régulièrement soulignés par les intervenants sont les évolutions constatées depuis une quinzaine d'années concernant les facteurs de risque associés aux grossesses. Sont notamment évoqués l'âge de maternité plus tardif, l'augmentation de la précarité ou une plus forte prévalence à l'obésité. En outre, la santé mentale des mères est devenue une priorité, alors que le suicide est désormais la première ou deuxième cause de décès des mères dans l'année qui suit l'accouchement. Vous nous direz dans quelle mesure ces éléments peuvent conduire les établissements à adapter les modalités de prise en charge ou d'accompagnement des parturientes et des mères et de leurs bébés. Sur ce point notamment, la bonne coordination entre la ville et l'hôpital est déterminante. Plus généralement, nous voulons aujourd'hui échanger avec vous sur la prise en charge des mères et de leurs bébés et l'offre de soins en établissement de santé. Dans cette réflexion, je sais que la rapporteure vous interrogera notamment sur le modèle de financement des activités d'obstétrique et de néonatologie, mais aussi sur les conditions d'encadrement ou ratios applicables à ces activités issues des décrets de 1998 souvent évoqués. Et on nous a dit d'ailleurs qu'ils étaient un peu obsolètes. Surtout dans le cadre de nos réflexions et des auditions menées, le lien entre l'organisation des soins et notamment le maillage territorial en maternité et la qualité et la sécurité des soins est très régulièrement questionné. Sur ce vaste sujet, l'Académie estimait dans son rapport de 2023 que la mise en œuvre d'un plan de périnatalité ambitieux est une priorité et une urgence, et proposait différents axes de travail pour définir une nouvelle politique publique en la matière. Au cœur de cette politique, l'Académie proposait un schéma cible d'une rationalisation du nombre de structures, schéma qui suppose une profonde mutation de l'organisation entre les établissements de santé, comme entre la ville et l'hôpital. La semaine dernière, lors de son audition, le professeur Ville parlait même de pourrissement extrême pour expliquer les difficultés structurelles de certains établissements, notamment parmi ceux qui réalisent le moins d'accouchements. Ces difficultés entraînent des fermetures de plus en plus longues, voire définitives, sans nécessairement correspondre à une décision des autorités sanitaires. Il nous serait donc intéressant d'entendre vos réactions à ce rapport et votre analyse des préconisations de l'Académie. Surtout que la question soit celle d'une transformation de l'offre de soins ou de la capacité à conserver l'actuelle, les limites budgétaires, comme la crise de la démographie médicale et paramédicale, sont des contraintes fortes et incontournables. Vous nous direz ainsi quel schéma vous semble soutenable à court et à moyen terme
pour garantir l'accessibilité et la sécurité des soins. Vous l'avez ainsi compris, cette audition de vos fédérations vient nourrir la réflexion sur l'une des questions les plus cruciales, mais aussi les plus complexes que nous avons à traiter. Peut-on encore garantir aux femmes d'accoucher en sécurité près de leur domicile et partout sur le territoire national? Je vais vous laisser la parole sans attendre pour que vous puissiez présenter les principaux enjeux identifiés par vos fédérations. Dans un premier temps, vous voudrez bien vous limiter à quelques minutes pour chacun de vos 3 organismes, et je passerai ensuite la parole à Véronique Guillotin, notre rapporteure, pour une première série de questions. Et je vous précise, avant de vous donner la parole, que notre réunion est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Voilà, je vous laisse la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Je vois qu'il y a... Si cela vous convient, on peut démarrer côté... FHF d'abord. Donc, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Alors, effectivement, nous avons quelques diaporamas pour appuyer le propos liminaire de la Fédération hospitalière de France, donc, qui est aujourd'hui représentée par le docteur Creutz-Leroy à ma droite, que je laisse présenter. Marie Creutz-Leroy, je suis médecin de santé publique, je coordonne le réseau périnatal lorrain, donc j'aurai le plaisir de vous accueillir jeudi. Et je suis aussi présidente de la Fédération française des réseaux en santé périnatale. Madame Marilyn Teus. Donc Marilyn Teus, je suis sage-femme au centre hospitalier de Moulins-Yzeure, donc au centre de la France, dans le département de l'Allier. Et donc moi-même, Katia Barraud, donc je suis responsable adjoint du pôle offre au sein de la FHF. Alors, pour rappel, comme vous l'avez dit, donc la Fédération hospitalière de France représente l'ensemble des hôpitaux et des établissements médico-sociaux publics. On a voulu démarrer par un petit diaporama chiffré pour vous montrer en fait à quel point la filière périnatale est centrale pour l'offre de soins publics. Alors, l'hôpital, aujourd'hui, c'est 329 maternités, l'intégralité des maternités de niveau 3, 72% des maternités de niveau 2 et 96 maternités de niveau 1. Et aujourd'hui, grâce à tous les professionnels de public, le public assure pratiquement 543 000 accouchements, près de 5 millions de consultations et entretiens prénataux pour les parturientes, et puis plus largement, en fait, est véritablement le principal acteur de la prise en charge de la femme et de l'enfant et le seul à traiter les cas complexes, urgents et critiques, comme vous pouvez le voir dans les chiffres sur la réanimation, les soins intensifs ou les urgences pédiatriques. Alors, que recouvre aujourd'hui la périnatalité ? La périnatalité, aujourd'hui, c'est l'ensemble des processus qui sont liés à la naissance, qui vont de la contraception jusqu'au 28e jour de vie du nouveau-né. Donc, on est au-delà de l'accouchement et du suivi de la grossesse. C'est vraiment, ça prend en compte l'ensemble des parcours et des besoins bien plus larges de la femme et du nouveau-né. Et l'enjeu, c'est de répondre à l'ensemble de ces besoins. Et c'est un point important. Et vous verrez on va y revenir un petit peu plus en amont dans notre propos liminaire. Et puis, c'est aussi une multiplicité d'acteurs et de structures en jeu. Donc, je ne vais pas tous les nommer, mais c'était simplement pour que vous, rapidement, dresser une liste des acteurs médicaux, paramédicaux, sociaux et de toutes les structures qui sont en jeu. C'est cette multiplicité d'acteurs et de structures qui montre l'importance d'avoir à la fois, d'une part, une offre de soins qui soit graduée et d'autre part, des filières qui sont organisées. Ces deux piliers sont essentiels. Déjà, sur la gradation, aujourd'hui, le respect de la gradation, c'est ce qui sous-tend l'organisation des maternités en niveau 1, 2, 3, tels que vous les connaissez et qui sont retracés dans les décrets de périnatalité de 1998 que vous évoquiez en propos introductifs. Et cette organisation, elle est sous-tendue par une gradation qui est cumulative. C'est-à-dire que la maternité de niveau 2 ou 3, c'est d'abord la maternité de proximité de son territoire, et puis par ailleurs, elle fait le spécialisé ou l'ultra-recours. Cette notion, elle est essentielle et elle est aujourd'hui fondée sur le risque encouru par le nouveau-né. Or, dans les faits, le niveau d'expertise, il dépend aussi du risque maternel qui est associé. Et aujourd'hui, ce sujet-là n'est pas traité en fait dans les décrets qui nécessitent, de notre point de vue, d'être revus en ce sens. Il faut renforcer cette gradation en incluant cette notion du risque maternel dans les décrets et puis également réviser ces décrets de manière plus large sur un certain nombre de notions et de critères qualitatifs qui aujourd'hui n'y figurent pas en tant que tels.
Par ailleurs, et c'est le deuxième pilier, c'est vraiment d'avoir une filière de soins qui soit organisée. Et pour cela, le groupement hospitalier de territoire joue un rôle fondamental, que ce soit dans la construction de la filière, mais aussi dans sa capacité à déployer des forces vives, et notamment sur un territoire grâce à une équipe, que ce soit une équipe qui va participer au suivi de la grossesse, par exemple en réalisant des consultations avancées dans un établissement dédié, et puis à ramener en fait les femmes autour de maternités dotées de plateaux techniques de naissance pour leur accouchement. En revanche, et c'est un point de vigilance, mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir ensuite, il ne faut pas non plus faire reporter sur les établissements de support de GHT toutes les obligations. Et c'est là où un certain réalisme et un besoin de rationalité sur le sujet existent. On ne peut pas faire et la permanence de soins, et les transferts des autres maternités, et le soutien au fonctionnement de petites maternités, et l'activité elle-même de cette propre maternité. Donc il faut quand même un réalisme, tout en sachant que la force, c'est justement cette capacité à organiser la filière, à déployer une équipe, et il faut maintenir un certain rationnel malgré tout. Alors pourquoi c'est important d'avoir une offre de soins qui est graduée et organisée ? L'objectif, comme on se le disait, c'est de répondre à l'ensemble des besoins de la femme et de l'enfant, et pas uniquement le moment de l'accouchement. Une femme, aujourd'hui, elle a un besoin d'un suivi de proximité tout au long de sa vie. Ça veut dire, à 15 ans, l'éducation à la santé, à la sexualité, la contraception. À 30 ans, ça va être le suivi de sa grossesse. À 50 ans, ça va être la ménopause. Et puis, ça va inclure évidemment le suivi de la grossesse et les besoins des nouveau-nés. Et ça, ce sont des besoins de proximité. Et là, on a besoin que les professionnels soient le plus proches possible de la femme. Et donc, du coup, l'intérêt d'avoir des CPP, d'avoir des solutions mobiles qui rapprochent les professionnels de santé de la femme en fonction de l'endroit où ils se trouvent. En revanche, c'est à distinguer du moment de l'accouchement, qui, lui, va avoir lieu 2 fois dans la vie d'une femme en moyenne, au maximum. Et donc, pas besoin de proximité, mais un besoin surtout de sécurité. Et qui va d'autant plus en s'accroissant avec les facteurs de risque que vous avez mentionnés, qui eux, également augmentent pour les facteurs de risque de la femme. Et donc, pour ce moment particulier, pour le coup, c'est là la femme qui doit se rapprocher en fait, de maternités qui sont viables, et la nécessité de développer justement des solutions qui vont rapprocher les femmes de ces maternités-là. Et ce qui permet de faire le lien entre ce suivi en proximité et l'accouchement qui doit être en sécurité, c'est justement cette notion d'équipe de territoire que j'évoquais tout à l'heure, qui va vraiment permettre de faire le lien, d'organiser les éléments sur le territoire et de faire prévaloir cette notion de territoire dans l'organisation des soins. Margot, je te laisse. Alors, moi, je vais dire un mot des dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité, anciennement les réseaux de santé périnatale, qui ont changé de nom donc, avec les décrets de 2020. Et donc, il existe 2 dispositifs régionaux en France, que sont ceux autour de l'oncologie et autour de la périnatalité. Pourquoi existent ces réseaux ? Comme l'a expliqué Madame Barraud, c'est lié au nombre multiple de professionnels impliqués dans la prise en charge des femmes et de leurs nouveau-nés, et aussi de la gradation de ces prises en charge. Alors, les missions de ces DSRP, c'est de mener une expertise auprès des ARS, tout d'abord, mais aussi la coordination des acteurs, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, PMI, impliqués en périnatalité. Alors, dans nos missions, il existe aussi les réseaux de suivi enfants vulnérables, donc essentiellement les enfants grands prématurés, mais aussi ceux atteints de certaines pathologies, comme par exemple l'encéphalopathie anoxo-ischémique. On a des missions aussi sur l'actualisation et l'amélioration des connaissances et des pratiques professionnelles, promouvoir la lisibilité de l'offre, et puis aussi coordonner les différents dépistages tels que la trisomie 21 ou encore la surdité congénitale. Nos missions aussi, c'est une démarche qualité. On fait énormément d'évaluation de pratiques, de revues morbi-mortalité autour des événements indésirables graves qui peuvent survenir en périnatalité. Et c'est ce qui nous permet aussi de garder une belle expertise sur nos territoires, car ça fait partie des éléments qualitatifs qui sont parfois insuffisants par rapport aux indicateurs de santé que nous suivons également et qui sont essentiellement issus du PMSI. On travaille aussi sur la gradation des prises en charge et l'organisation des transferts, qui est quelque chose de primordial en périnatalité, avec les fameux décrets qui expliquent bien les niveaux, enfin les types, maintenant on dit 1, 2, 3 des maternités, et du coup le parcours de la femme qui, en fonction des pathologies et néonatales et obstétricale, va devoir parfois être pris en charge par différents établissements et différents professionnels. Donc notre objectif principal, c'est l'amélioration continue de la santé de la femme et des nouveau-nés. Alors, nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est la nécessité absolue de réorganiser l'offre de soins
Pourquoi? Alors, on a essayé de résumer ça sur une diapo. On considère qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque, autant pour les populations que pour les professionnels de santé eux-mêmes, quand il y a une suspension ou une fermeture de maternité non anticipée ou non choisie. Si on a un petit peu le temps, j'ai réussi à récupérer les chiffres sur ces 15 derniers mois. 32 maternités ont été suspendues ou fermées. Alors certaines 6 fois, certaines 1 fois. Des suspensions des fois de 1 jour, parfois de 425 jours. Donc ça, c'est une réalité de terrain. Et quand ces événements surviennent, qu'est-ce qu'on fait? On crée un désert médical, si la maternité est isolée géographiquement. Et puis, on perd parfois un centre de référence et d'expertise, parce que malheureusement, il y a aussi les grosses maternités supports, les types 2, les types 3, qui peuvent être en difficulté, et il y a beaucoup de types 2A qui suspendent leurs activités ces derniers temps. Et là, on met en péril l'expertise pour la population sur le territoire. Et la deuxième chose comme risque, c'est le maintien d'une maternité insécure. Il y a un petit schéma que je vais vous montrer juste après qui explique ça, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais maintenir une maternité insécure, c'est majorer les inégalités sociales de territoire. Souvent, on entend que c'est en fermant une maternité qu'on le majore, et en fait, c'est souvent faux. C'est en la maintenant, si cette maternité insécure, l'objectif, c'est bien sûr de maintenir les maternités qui vont bien, mais quand elle est insécure, on majore ces inégalités sociales. Alors que faire? Nous, on croit beaucoup au niveau des réseaux à des diagnostics territoriaux partagés sur chaque bassin de naissance. L'échelle, elle doit être propre à notre activité. Ce sont les bassins de naissance, avec une analyse des besoins réels en santé, taux de natalité qui baisse, nombre de femmes en âge de procréer, etc. Et l'offre de soins sur le territoire, la réalité de l'offre. Les compositions d'équipes, le recours à l'intérimaire, l'âge moyen des équipes, parce que ça s'anticipe aussi. Et on croit à la construction de projets de périnatalité territoriaux par l'ensemble des acteurs, que ce soit donc les professionnels de santé, qu'ils soient du privé, du public, libéraux, les ARS, qui sont forcément des acteurs incontournables, les DSRP, via notre expertise, les élus, les usagers. Et notre objectif, c'est vraiment de sécuriser l'offre pour les populations. Alors, mon petit schéma, il est là. Je vous poserai juste une question. Ah, oui. Les diagnostics territoriaux que vous faites, vous les revoyez tous les combien de temps? Parce qu'on peut très bien avoir sur un territoire à un moment une certaine photographie, mais les années passant, la population vieillit, il peut y avoir des nouveaux qui arrivent, etc. Donc est-ce que c'est plus ou moins stable, ou est-ce que vous êtes obligé de revoir les schémas? Alors, et à quelle fréquence? Alors, les indicateurs d'activité des maternités, on les fait tous les ans. Les démarches qualité autour des événements indésirables et puis des pratiques, c'est au fil de l'eau, donc c'est pareil, c'est en continu. En ce qui concerne les données démographiques populationnelles, on suit. Alors ça, c'est pas nous qui les produisons, donc on suit les productions, INSEE et autres observatoires, voilà. Mais nos diagnostics, nous, on les met à jour annuellement, voire même pour les suspensions d'activité, c'est du jour le jour. On tient des tableaux de bord. Là, tu peux passer la diapo suivante. Donc voilà le petit schéma que je voulais vous montrer. Donc c'est vraiment... En plus, j'ai fait X, Y, Z pour stigmatiser personne. Donc en gros, mais c'est ce qui se passe au quotidien, on a une maternité avec une équipe instable. Équipe instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire le tableau de garde, il est pas complètement pourvu. Il y a un recours aux intérimaires. On a beaucoup d'activités qui tiennent sur 1 ou 2 professionnels qui, s'ils sont absents, on se retrouve avec une suspension d'activité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une maternité comme ça? Les familles qui ont accès à cette information... Juste l'équipe de base, combien de personnes? Ça dépend du nombre de naissances. Non, mais idéalement. Idéalement, pour chaque permanence des soins, il faut 5 à 7 obstétriciens, pédiatres, anesthésistes pour que ce soit acceptable en termes de nombre de gardes par semaine, tout simplement. Et c'est ce que attendent les nouvelles professionnelles. Et en plus, on les veut sur place. Ouais. Et oui, ça, c'est sûr que c'est mieux. Et puis parce qu'il y a le repos de sécurité derrière, donc pour qu'il y ait un turnover adapté, c'est ça. Et donc ces maternités-là, les familles qui ont accès à cette information, de cette instabilité, elles en ont peur, et elles quittent la maternité de territoire pour aller à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, de la maternité du territoire voisin qu'elle sait stable.
Les familles qui n'ont pas accès à cette information, qu'est-ce qu'elles font? Elles persistent sur cette maternité de proximité sans avoir forcément conscience, parfois, du risque qu'il peut avoir. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un cercle vicieux, parce qu'à chaque fois, la part de marché va diminuer. Vous savez quoi, une part de marché? Ça veut dire qu'on a moins de 50% de notre zone de recrutement qui va accoucher sur la maternité de son territoire. Et ça, des petites maternités comme ça, il y en a des exemples à foison. J'en ai beaucoup en Lorraine, mais j'en ai ailleurs. Ça chute le nombre de naissances. Donc ça rend la maternité encore moins attractive pour les jeunes générations de médecins et de sages-femmes, et puéricultrices et autres. Donc ça augmente encore l'instabilité des équipes, des maternités, mais aussi la fuite des libéraux du territoire. Donc on est sur un cercle vicieux où l'instabilité va être à chaque fois renforcée par ça. Et donc on majore à chaque fois aussi l'insécurité. Donc c'est un schéma tout simple, mais c'est pour vous expliquer que parfois, maintenir une maternité insécure, ce n'est pas forcément rendre un service aux populations. Simplement un mot de conclusion. Comme vous avez pu le voir, donc une maternité viable, ce n'est pas un seul critère, ce n'est pas un seul déterminant. Ce n'est pas juste un seuil, par exemple, même si c'est important, hein, on ne fait bien que ce qu'on a l'habitude de faire, mais ce n'est pas uniquement ce respect de seuil-là, c'est plusieurs déterminants qui vont faire que la maternité est viable. Ça va être s'inscrire dans son territoire, avoir une prise en charge organisée et graduée, répondre à la permanence des soins, avoir un plateau technique qui est sécure. Donc c'est vraiment plusieurs variables qui vont construire ça. C'est pourquoi, de notre point de vue, il est essentiel d'enrichir les décrets de périnatalité qui ont maintenant 25-26 ans, qui sont anciens, c'est les plus anciens qui existent dans les décrets d'autorisation d'activité de soins aujourd'hui, hein, puisque certains ont déjà été revus dans de nombreuses activités de soins, et les travaux avaient été entamés puis mis en pause avec la crise Covid. Et donc ça nous semble essentiel pour renforcer ces enjeux de qualité de l'offre sur le territoire. Et puis c'est aussi la réponse, comme vous l'avez vu, pour nous, elle passe par le territoire, par la capacité à construire des projets périnataux de territoire en commun avec tout le monde autour de la table, même quand ça signifie parfois des décisions qui ne sont pas simples, mais qui peuvent être portées de manière commune avec les GHT, les ARS, l'ensemble, la ville, tous les établissements privés, etc. Enfin, ce n'est pas le propos, mais de notre point de vue, ça passe vraiment par cette réponse-là et une réponse adaptée au territoire, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Et c'est comme ça, en construisant ensemble, par territoire, par bassin de naissance, comme le disait à l'instant le Dr Kreutz, qu'on peut aboutir à quelque chose d'intelligent, d'intéressant, et surtout à répondre aux besoins des femmes et des nouveau-nés en France. Très bien, merci. Je passe. Tu veux poser des questions tout de suite ou après? Oui, ok. Très bien. Parce que les sujets vont se recouper. Voilà, oui. Bonjour, Frédéric Gama, donc je suis la présidente de la fédération privée sur les spécialités médecine, chirurgie, obstétrique. C'est à ce motif que je suis là présente ce soir. Alors, nous, les établissements privés, ont des autorisations de maternité qui sont limitées à la prise en charge durant les hospitalisations. Alors, bien évidemment, nous avons des liens avec la médecine de ville parce que nos praticiens sont tous des libéraux et que tout ce qu'il se fait en amont et en aval du séjour hospitalier, en particulier de l'accouchement, est pris en charge par les équipes et effectivement la médecine de ville. Mais c'est un facteur limitatif aussi pour nos soignants. Je pense à nos sages-femmes qui ne peuvent pas faire reconnaître l'intégralité de leur mission au sein de nos structures parce que simplement on est obligé de faire les actes doivent être faits exclusivement par les médecins dans notre secteur d'activité, contrairement aux autres fédérations. Et c'est dommage pour les sages-femmes qui exercent dans nos structures. Alors nous, on est un peu plus défaitiste sur le constat actuel de la périnatalité. Nous avons perdu beaucoup d'établissements privés. En 98, quand le décret est sorti, et effectivement, cette gradation était nécessaire, se méritait. Le constat qu'on peut faire 20 ans après, c'est une diminution drastique des maternités de niveau 1 dans nos établissements, qui n'ont pas résisté au choc psychologique aussi de certaines patientes qui, niveau 1, c'est-à-dire la maternité
qui n'a pas de réanimation néonatale, c'est le niveau 3, et qui n'a pas de service de néonatologie dans ses murs. Et c'est celles qui ont vécu le plus l'impact du décret et qui a amené à une diminution dans nos établissements. Nous avions en 2013, et je ne remonte pas en 98, 97 établissements de niveau 1. Nous étions 10 ans après à 57. On a perdu presque la moitié de nos établissements au niveau 1. Nous n'avions pas de niveau 3 parce qu'effectivement, les réanimations néonatales, c'est concentré dans très peu de structures. C'était logique, donc il n'y a pas de remise en cause de cette graduation. Nous avions quelques établissements de niveau 2, 47 en 2013, et on voit que les niveaux 2 ont résisté dans le temps puisque nous en sommes à 52 en 2022. Donc la gradation des soins, c'est important, mais ça peut avoir des effets pervers, et on peut en juger 20 ans après, avec des conséquences qui sont les fermetures d'établissements. Fermetures d'établissements, c'est les fermetures d'établissements, évidemment, ceux qui ont le moins d'activité, parce que nous sommes financés à l'activité, nous. Donc, ça veut dire que si dans l'établissement, il y a un accouchement, nous sommes rémunérés pour cela. S'il ne se passe rien, nous ne sommes pas rémunérés. Donc, il est évident que pour les structures de moyenne activité ou faible activité, perdurer dans le temps sans moyens financiers, c'est une mission qui est impossible. Ça met en péril toutes les autres activités de soins. Et c'est pour ça qu'on a assisté dans notre secteur privé à, peut-être plus que les autres secteurs, beaucoup plus, c'est certain, à une diminution extrêmement importante de nos maternités que nous déplorons au plus haut point. Ce n'est vraiment pas une volonté, mais c'est un constat de réalité. D'ailleurs, dans la mission T2A qui a eu lieu l'année dernière, nous avions porté la notion de la refonte du financement sur la base d'un parcours de soins. Donc on rejoint justement ce que vient de dire la FHF sur le sujet. Le parcours de soins en amont et en aval, on parle de cette notion de 1000 jours, c'est important parce que ça permet effectivement de financer l'ensemble du parcours de soins. On a évoqué la notion de dotation socle, parce que c'est une mission de service public. Il faut être présent. Il y a des jours avec de l'activité, des jours sans activité. L'obstétrique, ça ne se programme pas. Et donc, ça mérite effectivement un financement sous forme de dotation socle qui permettrait de pérenniser certaines situations. D'autant plus sensible que nos médecins aussi sont payés à l'acte. Il faut savoir qu'un accoucheur, il touche 313 € par accouchement, avec toutes les contraintes que cela suppose, les astreintes, la présence médicale, jour et nuit, 313 € en secteur 1. Il y a beaucoup d'obstétriciens en secteur 1 dans le privé, avec des revalorisations d'honoraires qui n'ont pas été faites depuis 2005, donc presque 20 ans. Secteur 1, ça veut dire qu'on ne peut pas demander de complément d'honoraires. 313 €. Un accoucheur normal, aujourd'hui, il paye uniquement son assurance responsabilité civile avec. Il ne vit pas avec, il paye son assurance. Voilà, donc des tas de problématiques qui se grèvent et qui amènent à une situation que l'on vit et dont on a malheureusement peur qu'elle continue. Et cela, ça a des incidences parce qu'effectivement, maternité avec faible niveau d'accouchement, ce n'est pas dans les grandes agglomérations. Si on raisonne territorialité, ce que nous portons aussi, eh bien, oui, aujourd'hui, il y a, sauf erreur de ma part, 40 départements de France où il n'y a qu'une maternité. Peu importe savoir quel est le statut, ce n'est pas le sujet. Un département avec une maternité, oui. Effectivement, il faut rentrer dans une notion de sécurité avec la limite, c'est la notion de territorialité. Jusqu'où va-t-on aller pour assurer aussi la sécurité des femmes qui sont dans des départements plus ruraux. Et c'est souvent dans ces départements où, malheureusement, c'est l'enchaînement, moins d'activité, pas de rémunération, la clinique va défaillir. Donc, si elle perd son activité d'obstétrique, c'est malheureux et c'est important. Mais il peut se passer aussi, par voie de conséquence, la chute de toutes les autres activités de soins dont tous les territoires ont besoin.
Voilà, donc on est dans une notion où il est urgent de revoir l'ensemble du processus dans sa globalité, avec son financement, sinon vous aurez d'autres maternités qui vont fermer, parce qu'on ne peut pas s'en sortir avec les financements actuels, sans parler de l'augmentation de tarifs que nous a accordé royalement le ministre cette année, avec 0,3% d'augmentation. Alors certes, les maternités vont être un peu revalorisées, on a entendu parler de 3%, avec des taux d'inflation de 5%, que voulez-vous que nous fassions? Donc ça devient extrêmement compliqué pour nous. Se rajoutent les ressources humaines. Ça me semble important d'en parler. Les ressources humaines à tous les niveaux. Les sages-femmes, oui, il y en a plus qu'avant, mais malheureusement moins dans les structures pour faire des accouchements. Ça met en difficulté les maternités et il n'y a pas que les sages-femmes. On parlera des obstétriciens aussi. On parlera des pédiatres. Il en manque partout. Ça amène à recourir à des remplacements à la volée. Je ne suis pas sûre que ce soit très sécure non plus. Il vaut mieux avoir des équipes stables. On rejoint les propos de la FHF. Ça nous semble incontournable. Donc on a un souci de ressources humaines globalement en France. Vous en avez entendu parler après le Covid. Ça touchait les infirmiers, mais pas que. Mais ça touche de plein fouet le secteur maternité. Et donc, on est très inquiet sur les ressources humaines. Un médecin, il faut quelques années pour le former. Une sage-femme aussi. D'autant plus que là, cette année, les sages-femmes passent à 6 ans d'études. Donc, on est une année sans sortie de sage-femme. Il y a des mesures intéressantes qui sont prises. Peut-être mériteraient-elles des analyses un peu plus poussées sur les impacts. On est en difficulté de recrutement de sages-femmes et en plus, on ne va pas avoir de sortie d'école. Je vous laisse imaginer le résultat que cela va donner. Voilà, donc j'insiste sur cette notion de dotation socle, si vous voulez sauver les maternités, la dotation socle, la notion du parcours de soins. C'est une globalité ouverte à tout professionnel. Et donc là, on a besoin d'une refonte du décret dans sa globalité, pour nous aussi, parce qu'aujourd'hui, seul, je le répète, l'obstétricien peut coter des actes. Ça empêche les sages-femmes de faire un certain nombre de choses. Et c'est bien dommage. Et on a rencontré l'ordre des sages-femmes à ce sujet. Et elles ont tous nos soutiens pour porter le fait que, dans le privé, elles méritent aussi de faire des actes, comme on en fait à l'hôpital public. Sur le suivi des naissances, oui, il semble important. L'acte naissance est un acte à risque, d'autant plus à risque que vous l'avez évoqué, les femmes font leur premier enfant beaucoup plus tard. On sait que pour ce genre de soins, on est un peu plus en forme quand on est jeune. Les premières grossesses démarrent tard. On sécurise avec des césariennes. Je rappelle que nous, c'est le médecin qui va prendre son assurance en direct. Donc, il mesure son risque. Il essaie de prendre le moins de risques possible. Juste pour vous dire que sur les césariennes, l'assurance maladie a baissé volontairement le tarif des cliniques privées sur le taux pour faire diminuer le taux de césarienne. Ça n'a eu aucun impact parce que la décision, c'est une décision médicale. Et donc l'établissement n'y peut rien et subit le choix respectable du médecin. Donc tout ça pour dire que cumuler ça avec les césariennes, oui, il y a des explications mais qui sont aussi sociétales. On rajoutera aussi l'éloignement géographique avec les maternités fermées. Ça n'aide pas à sécuriser les choses. Pour finir, parce que je voudrais laisser la place à l'autre fédération, la FEAP, oui, un suivi des femmes après accouchement est extrêmement important, n'est pas assez valorisé aujourd'hui. Il faut mettre en place des dispositifs, et ça rentre dans le dispositif le parcours de soins qu'on a promu et expliqué à la mission IGAS, de manière à suivre les enfants, mais pas que, mais aussi les femmes après l'accouchement, pour éviter effectivement
des séquelles psychologiques qui sont de plus en plus fréquentes. Voilà, donc à votre disposition pour d'autres questions sur mon intervention. Merci. Très bien, merci. Nous allons écouter les troisièmes intervenants. Donc la FEAP. Voilà, merci, je vous laisse la parole. On va faire un panorama rapide à deux voix, si vous nous le permettez, sur l'offre de la FEAP en matière de maternité. Déjà, dire que nous représentons 6% des maternités et 8% des naissances en France, mais que la moyenne a tendance à écraser la réalité de notre rôle, et notamment le rôle territorial de la FEAP, notamment au vu du fait que sur cette petite trentaine de maternités qui se positionnent sur le niveau 1 et le niveau 2, parce que comme la FHP, nous n'avons pas de niveau 3, se retrouvent parfois à représenter une part beaucoup plus importante dans les territoires. Je prends par exemple l'exemple de PACA, où les maternités FEAP représentent plus de 16% des naissances, ou en Bretagne, où un seul opérateur représente 15% de l'ensemble des naissances régionales. Et qu'en tant qu'opérateur de service public, nous vivons un peu les éléments qui ont été évoqués par nos collègues, que ce soit j'allais dire la question de l'organisation territoriale et la juste part à prendre dans une offre de soins qui est sans doute insuffisamment coordonnée, dans lequel parfois la question du pilotage et du pilote dans l'avion est encore sans doute à chercher, et où parfois nous-mêmes, il faut qu'on puisse manifester pour qu'on se rappelle de notre importance et notre rôle dans cette offre de soins. Et que cette coordination, elle est nécessaire au niveau de l'offre de soins, mais également avec la ville, ça a été dit. Mais nous représentons aussi une offre médico-sociale et sociale, y compris sur ce pan de l'enfance, de l'appui aux parturientes sur le plan psychique, sur le plan médico-social, qui est insuffisamment valorisée et qui est insuffisamment prise en compte dans le cas des modèles de financement. Là aussi, ça a été évoqué. Modèle de financement, ça me permet aussi de passer la parole à Régis Moreau, modèle de financement sur lequel il a été dit qu'il y a une problématique à la fois d'argent qui est consacré, et notamment le niveau des coûts, et ça je pense que c'est partagé par l'ensemble des acteurs, mais aussi sur les modalités de distribution de cet argent, avec une incitation peut-être à construire à la coordination au sein de l'offre de soins, mais également avec d'autres types de professionnels, que ce soit en ville ou au niveau médico-social. Mais j'arrête là ma présentation pour donner la parole aussi à Régis Moreau, qui pourra incarner encore plus la problématique du vécu du privé non lucratif. Bonjour à tous, excusez-moi pour mon retard. Comme tout a été dit, je ne vais pas redire la même chose, sinon au bout d'un moment, il n'y aura plus de temps pour les questions. Mais juste un petit point. Déjà, première chose, au niveau de la sinistralité, le niveau de décès des enfants au bout de 7 jours, on voit qu'il y a une progression ces dernières années qui doit nous inquiéter. Il y a plusieurs choses. 1, l'obésité maternelle. Elle a augmenté, c'est mathématique, c'est vu, il y a des études et c'est une réalité qu'on constate tous les jours. Je suis en même temps, alors je ne me suis pas présenté, j'ai travaillé dans le privé lucratif, donc je connais un petit peu. Je suis directeur général de Saint-Joseph, une maternité de un peu plus de 3000 accouchements. Et j'ai travaillé dans l'Est où je travaillais avec 2 acteurs qui étaient à la fois public, le CHR de Metz, et privé, la clinique Claude Bernard. Mais je dirais l'HAD obstétrical qui permettait, donc j'avais pas de maternité, mais ça m'a permis de bien voir le territoire, ainsi qu'avec d'autres établissements, Mont-Saint-Martin, dans nos territoires assez diverses et variées. Donc 1, la sinistralité, l'obésité, la précarité sociale. Nous avons de plus en plus, on l'a revu ce matin, et une précarité sociale qui augmente, qui a des effets effectivement sur cette sinistralité. Et l'âge des mamans, ça a déjà été dit, qui a cet impact. Donc il y a cette première chose-là qui existe. Ensuite, on a parlé de territoire. Moi, je vais séparer les territoires en 2. Il y a la partie métropole. Paris n'a rien à voir avec la province. Des grandes métropoles, c'est pas comparable. Il y a un vrai maillage sur Paris. Nous, on est une maternité de niveau 2B. On échange très bien avec l'ensemble des maternités. On est en recours les uns des autres. Et quel que soit le statut, qu'il soit privé, public, privé lucratif et non lucratif, très honnêtement, il n'y a pas d'écart. Tous nos praticiens sortent à peu près de la même université, fonctionnent très bien ensemble, et de ce côté-là, c'est plutôt bien maillé. On n'a pas la même chose, et c'est pour ça que plusieurs fois on a été utilisé le mot GHT. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme GHT. Zone d'implantation, oui, je rappellerai, il y a 2 termes. Quand vous échangez avec une ARS, quand on parle d'autorisation, c'est zone d'implantation, et GHT, ça a une connotation dans les textes et dans la réalité, c'est plutôt l'organisation des établissements publics. Je rappellerai que, par exemple, l'HAD doit faire partie des GHT. Celle de Metz, dont j'étais directeur général, parce que j'étais directeur général du NEOS, n'a jamais pu, malgré plusieurs demandes, rentrer dans la GHT. Et pour autant, la seule HAD qui fait de l'obstétrical avec ces 2 maternités, donc vous aviez une maternité privée, une maternité publique, et au milieu, un acteur qui est effectivement
privé non lucratif qui gérait l'HAD pour ces 2 maternités sans en avoir lui-même. Donc, zone d'implantation, et l'analyse par rapport à une zone d'implantation dans des territoires de province me semble plus appropriée et facilitera beaucoup plus la coordination entre les différents acteurs. Dès qu'on parle exclusivement GHT, on a tendance à exclure ou oublier certains acteurs. Donc voilà, et la partie territoriale est importante. Comment s'émailler ? La partie mosellane ne sera pas la même chose que la région parisienne, ni que la Bretagne. Donc je pense que là, de ce côté-là, il faut bien mesurer quels sont les risques et comment on doit pouvoir le faire. Ensuite, on a parlé des effectifs des ressources humaines. Il y a l'organisation des effectifs et la disponibilité des effectifs. Nous sommes tous acteurs de santé et nous puisons dans les mêmes ressources. On prend les mêmes internes qui sortent des mêmes CHU, on prend les mêmes sages-femmes qui sortent malgré une année qui disparaît parfois, c'est comme les kinés pour une promo qui n'est pas sortie parce qu'on a changé les études, qui doit s'anticiper au minimum 3-4 ans à l'avance. Mais on a cette partie-là. Donc on est tous tributaires des mêmes ressources et donc on se doit d'avoir les mêmes règles de gestion, les mêmes fonctionnements. Sinon, ça devient une concurrence les uns les autres et ça devient extrêmement compliqué. Et on doit se poser la question aussi de l'installation en ville et de l'installation hospitalière. Une maternité, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. Parfois, un cabinet en ville, si ça a beaucoup moins d'inconvénients, même niveau de rémunération. Et maintenant, les jeunes, j'ai commencé à embaucher des médecins, des sages-femmes il y a quelques années maintenant, les attentes ne sont plus les mêmes. Alors on peut en penser ce qu'on veut, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, dans le cadre des formations, même les internes, lorsqu'ils sortent du CHU, et d'ailleurs on le voit, les internes que l'on a, pensez quasiment les premières choses qui sont demandées, c'est le repos de garde, le temps de formation, etc. Mais à la fin, combien de temps reste-t-il pour la formation? Donc c'est comme ça, je ne m'en plains pas, c'est une réalité. Mais ça veut dire que les attentes sont celles-ci. Donc est-ce qu'avec ces attentes, et le modèle économique auquel je vais revenir après, est-ce qu'on a encore assez de sages-femmes, assez de pédiatres, assez d'obstétriciens? Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'on se pose des questions du maillage territorial et comment on le fait. La partie niveau 1, niveau 2, niveau 3 a une réelle nécessité, une réelle reconnaissance. Et si on met tout à d'autres niveaux, à un moment, on ne pourra pas tout couvrir. Donc, il faut se poser la bonne question. Mais on a donc une ressource collective de personnes que l'on forme. Il faut bien la répartir et bien voir le modèle et la contrainte. Un hôpital, je suis navré de le dire, c'est plus de contraintes. Les urgences, les maternités, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et on a les urgences obstétricales aussi qui vont avec. Donc, de ce fait, ça s'organise. Oui, il doit y avoir un intérêt économique pour les personnes qu'on embauche, sinon, au bout d'un moment, elles quittent l'hôpital pour aller ailleurs. Et c'est pas parce qu'elles ne veulent plus faire d'hôpital. C'est que leur contrainte de leur vie aujourd'hui n'est plus compatible, ou l'équilibre des choses. Donc ça doit être mesuré et ça doit être organisé sur cette partie-là. Et puis après, la partie économique, j'entendais dire, et on a tous les mêmes problèmes. Après, c'est vrai que certaines maternités ont fermé plus tôt. Alors c'est vrai que nous, on est je parle FEAP, on est majoritairement des congrégations. Donc la naissance reste quelque chose. Donc même si, je confirme, mes maternités en FEAP ont très souvent été déficitaires. Mais après, c'est aussi des choix de gouvernance qui ont été faits. De maintenir quelque chose de déficitaire tant qu'on peut, c'est pas un puissant fond, quitte à faire d'autres activités. Donc aujourd'hui, oui, c'est des activités économiquement plus viables qui financent les maternités. Parce que dans le sens, même si on aurait pu, on aurait dû, et c'est vrai que moi qui étais à la fois la générale de santé à Vitalia, qui n'existe plus, donc on va dire Ramsay maintenant, Elsan, où on aurait pris la décision de fermer ces maternités, par la gouvernance et l'analyse globale qui est faite du modèle, on les maintient, mais aujourd'hui on les maintient par des ficelles, ce n'est pas normal. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est cette précarité des patientes fait qu'il y a tout un maillage en amont, en aval. Ça doit être organisé. Aujourd'hui, on fait porter sur les maternités des choses qui ne relèvent pas des maternités, qui pèsent économiquement, techniquement, socialement, mais aussi psychologiquement sur des médecins, des sages-femmes qui, à un moment, se disent « je vais arrêter ». Après, il y aura des questions. Je préfère répondre aux questions. Je vais vous donner juste un exemple. Donc, on travaille beaucoup avec l'ASE. En région parisienne, ça se passe plutôt bien pour autant. Mais c'est vrai que quand vous arrivez sur une famille qui vient accoucher pour la 3e fois dans votre maternité, la 3e année d'affilée, que vous avez le premier enfant qui a été placé, qu'on a dû alerter. Donc, la maternité, la famille nous en veut, nous menace.
on porte plainte. Deuxième accouchement chez nous, pas de reste à charge. Secteur 1, on doit réalerter. Quand le premier a été placé, on peut se dire que le deuxième, ça va être pareil. Et là, de nouveau, le 24 décembre, de nouveau, troisième enfant, de nouveau, on réalerte. De nouveau, je dois prendre des assistances sociales, je dois moi-même appeler le procureur de la République. On doit nous-mêmes annoncer à la famille qu'on a dû alerter. On doit faire la remise du bébé à la mère, le reprendre nous-mêmes. Mais on nous dit que le bébé est trop jeune, la mère n'est pas sortante parce que césarienne, et qu'effectivement, on doit garder l'enfant parce qu'elle a pas pendant 5 jours. Donc on fait croire à la famille qui a menacé de mort toutes les équipes, le directeur y compris, mais c'est normal, moi c'est mon rôle, que l'enfant a été pris, mais en fait on le cache à un autre étage, on change de nom pour que la famille parte. Et à côté de ça, on le garde pendant 5 jours pour qu'il puisse sortir, que l'ASE puisse faire son travail, et c'est compliqué aussi. Ce n'est pas une critique de l'ASE. Et on gère après la famille et les plaintes, et on met un vigile pendant 4 jours. Est-ce que c'est le rôle aussi d'une maternité de faire tout ça qui était prévisible? La réponse est non. Et donc notre désertification aussi de certaines professions qui aiment la maternité, qui aiment faire des accouchements, et je ne suis pas rentré dans le détail de obstétriciens et chirurgiens obstétriciens, qui fait que parfois il est beaucoup plus intéressant de faire de la chirurgie programmée et d'arrêter. Et donc j'ai des praticiens de qualité extraordinaire, qui étaient d'excellents obstétriciens, qui ont abandonné l'obstétrique pour faire que de la chirurgie. Parce qu'à la fin, c'est plus tenable. Et je ne vous parle même pas des assurances que doivent porter les établissements. Et certains de notre fédération ont eu... On peut tous avoir des problématiques, malheureusement, ça fait partie des aléas. Et quand il n'y a pas de couverture et que l'établissement doit tout prendre, je vous confirme qu'à un moment, des décisions peuvent se faire vraiment à contre-cœur de fermer des maternités. Et attention, parce qu'on se retrouve là à approcher vers un niveau où la sinistralité par cette partie-là risque de s'aggraver. Et le dernier point, je m'arrêterai là-dessus, il y a la taille des maternités, parce qu'il faut assurer des équipes polyvalentes pour assurer. Mais il y a la taille minimum, on pourra, je pense, vous aurez des questions là-dessus, mais aussi la coordination des équipes. Quand au sein d'une même maternité, j'ai travaillé à la fois dans le privé et dans le lucratif, mais quand dans certaines maternités, en fait, vous avez 2 équipes différentes d'obstétriciens pour une même maternité, il ne faut pas additionner fictivement, c'est comme des GHT, il ne faut pas additionner fictivement des personnes en disant ça fait 5 obstétriciens. Non, si vous avez au sein d'une GHT 3 établissements, et que ça ne fait pas 5 sur 5 sites d'accouchement, ça ne fait pas une équipe. Et au sein d'une même établissement, ces 2 équipes qui ne travaillent pas bien ensemble, ça ne fait pas une équipe, ça fait 2 équipes. Et c'est là aussi que les risques peuvent apparaître, la continuité. Et on regarde toujours qu'une seule équipe de pédiatres. Donc la sécurité, elle rentre aussi par l'organisation. Mais pour autant, pour ça, si on arrive parfois sur certaines choses, il y a un sous-financement sur les 3 secteurs des maternités qui font qu'à un moment, oui, par nécessité et non pas par envie, on va devoir se réorganiser, soit par des risques qui sont disproportionnés par rapport à l'objet, parce qu'il y a vraiment un risque véritable, une coordination avec la ville, et donc l'hôpital n'est pas là pour faire toute la problématique sociale avant, après, pendant, et puis bien sûr la capacité d'assurer une continuité des soins derrière, et il y a aussi la taille des établissements pour cela, mais des établissements, c'est des équipes, c'est pas des établissements, donc il faut rentrer un petit peu dans le détail aussi. Voilà, j'arrêterai là-dessus. Bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je laisse la parole à Véronique Guillotin et puis après à nos collègues. Merci Madame la Présidente. Merci pour vos présentations qui répondent en partie en fait au questionnaire qu'on vous a adressé. Donc merci pour ça. Et avant peut-être de repasser la parole, moi j'ai pas mal de petites remarques. Alors, on a beaucoup axé sur la territorialisation. Alors, je ne sais pas si c'est de la décentralisation dont il faut parler, de territorialisation, mais on a effectivement un rapport d'Académie de médecine qui, lui, est très centralisé. Enfin, c'est en gros 1000 maternités. Après, je force un petit peu le trait, mais quelque part, c'est en dessous de 1000 accouchements, on n'est plus viable, etc. Il faut regrouper. Ça, c'est quand même un dictat assez national, chiffré, etc. Après, on entend les discours des professionnels, mais c'est à peu près les mêmes qu'on a entendus depuis le début de la semaine, où on nous parle effectivement d'une nécessité d'équipes stables. Donc, du coup, on est un peu à côté du nombre d'accouchements, parce qu'on peut avoir une équipe stable, je pense, pour une plus petite
entre guillemets, maternité, et peut-être des équipes instables sur d'autres secteurs. Donc là, on sort un peu du système, du quota de nombre d'accouchements annuels. Et après, on a défini pas mal de territoires. En fait, j'ai entendu GHT, qui pourrait être quelque chose de pertinent puisque ça regroupe des équipes. Donc, est-ce que le GHT ne pourrait pas, lui, être en gouvernance d'équipes obstétricales, enfin, pédiatres, obstétriciens et anesthésistes réanimateurs? J'ai entendu passer de bassin de naissance, concept que je découvre. Donc, qu'est-ce qu'un bassin de naissance? On a d'autres territoires, hein. On a des contrats locaux de santé aujourd'hui, on a des GHT, on a du coup des bassins de naissance et on a plein d'autres choses. Donc, quel est le territoire pertinent en fait pour pouvoir discuter d'une organisation périnatale en sécurité? Et peut-être la deuxième grande question, c'est on voit bien qu'on est tout le temps sur un curseur entre la sécurité et puis la proximité. Et vous l'avez dit, sur une zone très dense, une métropole, sur Paris, la proximité, la sécurité, je pense que globalement, il y a peu de questions à se poser. Sur des territoires très peu denses, très ruraux, où on n'a peut-être pas de métropole sous le département ou une grosse interco, mais on a des distances de 100, 120 km qui ne veulent pas dire 40 minutes de route, mais qui peuvent quelquefois, en zone de montagne ou en zone transfrontalière, pouvoir être à 1h30, 2 heures de route. Quel est, à votre avis, l'équilibre que l'on peut proposer? Parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est quel équilibre, sans rentrer dans un dogme chiffré, quel équilibre on peut proposer à des femmes pour allier à la fois la sécurité et à la fois une distance et une proximité acceptable. Acceptable pour elle et pour le moment de l'accouchement, en termes de temps, mais acceptable aussi peut-être pour la famille, parce qu'on voit bien que la naissance ne reste pas un acte chirurgical comme un autre. La naissance, c'est un acte physiologique avec l'arrivée d'un bébé qui est le bébé du papa et de la maman et peut-être le petit frère et la petite sœur. Et on explique bien que les premiers moments de contact de ce bébé est quelque chose d'important pour la vie et la maternité et puis le fait qu'il soit bien dans sa famille. Voilà, donc ça, c'est un peu des questions peut-être un peu vastes. Mais voilà, proximité, sécurité, tous les territoires sont-ils égaux? Est-ce qu'il faut gérer ça par territoire? Et pourquoi donc, qu'est-ce que vous pensez du dogme national des 1000 accouchements par an? Alors, je me permets de commencer puisque vous avez écouté le bassin de naissance et je crois que c'est moi qui ai dit le mot bassin de naissance. Alors, en fait, en périnate, il n'y a pas un territoire qu'on va pouvoir modéliser partout. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple que je connais bien qui est les Vosges. Dans les Vosges, le flux des patientes entre type 3, entre type 2 et type 1 se fait pas forcément dans le GHT de Vosges, tout simplement parce qu'il y a des routes qui sont pas du tout confortables ou il y a aussi des reliefs. Donc par exemple, les patientes qui nécessitent une prise en charge dans un type 2 quand elles habitent le bassin de Neufchâteau, elles vont plutôt aller vers Nancy que Épinal parce que c'est plus rapide, c'est plus simple et voilà. Pareil pour Saint-Dié-des-Vosges. De Saint-Dié à Épinal, c'est plus compliqué que de Saint-Dié à Nancy. Donc, le GHT, du coup, là, a aussi ses limites. Donc, c'est pour ça que nous, en périnate, on travaille beaucoup sur les bassins de naissance, c'est-à-dire on prend un nombre de naissances sur un territoire donné et on voit, globalement, comment se font les flux, où vont les femmes. Et en fonction, on définit comme ça notre bassin de naissance. Alors, on est obligé de faire quand même avec les GHT, parce qu'ils sont quand même cartographiés, et voilà. Mais on prend en compte, bien sûr, les établissements privés qui ne font pas partie directement des GHT, mais on prend surtout, nous, nos bassins de naissance, c'est-à-dire le flux naturel des patientes entre les types 3, type 2, type 1 d'un territoire donné, qui est parfois pas lié. Pareil, l'autre exemple, Verdun, c'est la Meuse. La Meuse, c'est l'ex-Lorraine, mais pourtant, ça travaille beaucoup plus avec Reims. Le flux Verdun va vers Reims quand il nécessite des types 3. Donc, quand on travaille avec on réfléchit sur la Meuse, on réfléchit plutôt avec la Champagne-Ardenne qu'avec la Lorraine, donc avec Reims que Nancy. Et voilà. Et alors que si on voulait garder les frontières, on n'y arriverait pas. On ne serait pas dans la réalité du territoire des femmes. Donc ça, c'est important. Et ce que vous dites dans votre deuxième question, la proximité, etc. Moi, ce que je pense, et ce qu'on pense beaucoup à la Fédé, c'est que là, on va dire le moment technique de la naissance, et qui est là où il y a le plus de risques, là où on a le plus besoin de nombreux professionnels dans la permanence des soins,
Et on n'en parle pas aussi, mais il y a l'accès aux produits sanguins labiles, etc., etc. Parce que ça aussi, hein, une hémorragie massive, si on est sur un centre où il n'y a pas de réserve de sang suffisante, c'est compliqué. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que cet acte-là doit être sécurisé, donc sur un nombre de plateaux techniques limité au regard de la situation actuelle. Mais par contre, ce que vous parlez de la proximité des familles, la bienveillance auprès de la mère et de son nouveau-né, c'est aussi adapter un suivi en proximité au moment du retour à la maison. La majorité des séjours sont très courts. Un accouchement bas risque, voix basse, il reste 2 jours à la maternité. Par contre, qu'est-ce qui serait bien de prévoir en proximité? C'est l'accompagnement par exemple, l'exemple COPA, je ne sais pas si ça a été évoqué ici, coaching parental par des puéricultrices ou des auxiliaires puéricultrices hospitalières qui viennent à la maison les premières semaines de vie du nouveau-né pour accompagner la mère et l'enfant. Parce qu'il y a les sages-femmes libérales qui viennent, mais elles viennent dans un objectif médical et ne peuvent pas forcément toujours rester plusieurs heures, même si elles font déjà énormément auprès de ces femmes. Et donc, moi, je crois surtout qu'il faut accompagner davantage en aval avec des solutions de proximité et des solutions type HAD ou suivi à la maison. Voilà. Si je peux me permettre, en fait, il y avait plusieurs questions. Un, le niveau de 1000 naissances, y a-t-il un risque, pas de risque? Ça va dépendre déjà du territoire. Après, le niveau de 1000 naissances, c'est aussi, il y a 2 choses. Il y a la partie économique, et vous l'avez dit, quelle équipe devons-nous maintenir? Donc pédiatre, obstétricien, sage-femme, pour assurer une continuité. Ça, c'est la première chose. Et on l'a à peu près calculé. Partant de ce principe-là, pour amortir ça, il faut au moins 1000 naissances. Il ne faut pas oublier, c'est cette gradation-là qui fait. En dessous de 1000 naissances, ça devient déficitaire, on ne peut pas maintenir une équipe, il faut maintenir des équipes. Donc la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que sur certains territoires, on doit maintenir des maternités à 500 accouchements, et on revient sur la dotation socle, il faut un financement minimum pour assurer. Mais une fois qu'on dit ça, ça laisse sous-entendre que la ressource de compétences médicales est disponible. Parce que si vous laissez à plusieurs endroits des maternités de 500, y a-t-il assez de pédiatres, d'obstétriciens et de sages-femmes? J'ai tendance à vous dire aujourd'hui, non. Donc, quand on est sur un niveau, si on prend les choses séparément, on peut dire oui, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut véritablement se reposer la question. Alors, ce que je n'ai pas dit, je suis président de Saint-Joseph. Saint-Joseph, Marie-Lannelongue. À Marie-Lannelongue, on fait effectivement la chirurgie congénitale. Certaines patientes, donc, qui vont être en tépartum identifiées avec une malformation cardiaque, et on va prendre en charge la maman et l'enfant tout de suite. Certes, à Marie-Lannelongue, à part Necker, on n'est pas nombreux à faire ce genre d'activité en France. Ça vient de la France entière. La question qui pourrait se poser aussi, c'est qu'à un moment, certaines grossesses à risque dans des territoires éloignés, moi, elles viennent à l'hôtel un mois avant. Parce qu'il n'y a pas le choix. Quand elles viennent de Lille, de Strasbourg, de l'étranger, des dom-toms, sur certaines pathologies de risque, est-il normal qu'une maman reste dans son territoire éloigné quand elle a besoin d'un niveau 2? Est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut mettre des niveaux 2 partout? C'est quelle est la proportion et du besoin? Donc sur Marie-Lannelongue, qui n'est pas une maternité, mais qui pour autant, avec dérogation de l'ARS, fait des accouchements en partenariat avec Béclair, avec des obstétriciens de Béclair, les mamans viennent à proximité en fonction de la gradation du risque identifiée par les professionnels. Après, la chose qui n'est pas vue, voilà, tout ne peut pas être toujours couvert, mais il faut trouver cette partie-là. Donc, pour revenir, voilà, est-ce que 1000 c'est le bon seuil? Il y a 2 choses. 1000, ça peut être le seuil minimum pour maintenir une équipe et est économique. Si vous mettez une dotation socle et que ça veut dire que par défaut il y a une dotation qui compense, on peut peut-être maintenir des équipes même s'il y a moins de 1000. Mais est-ce qu'on a assez de ressources aujourd'hui avec les départs en retraite de pédiatres? Non. Donc, mécaniquement parlant, à un moment, quelqu'un parlait tout à l'heure des fermetures 1 mois, 1 jour, 3 jours, faut regarder, soit on fait venir des pédiatres de je ne sais où, soit on en forme beaucoup plus, et puis pour remplacer un pédiatre maintenant, sans être désobligeant à qui que ce soit, et j'en embauche 2. C'est la réalité. Donc, je ne pense pas qu'on ait les moyens. Et donc, cette partie-là territoriale. Et pour revenir sur la zone d'imposition, vous avez pris le bon exemple. Je connais bien aussi Verdun parce que tous les oncologues venaient de Metz et c'était à Verdun. Et je connais un tout petit peu le territoire aussi pour avoir eu beaucoup de collaboration. Oui, ça ne se limite pas ni à la GHT,
Parce que, par exemple, ça a été dit, Verdun travaille pour la maternité avec Reims et à Metz avec l'oncologie, par exemple, etc. Donc, ça ne se limite pas à la GHT, c'est le territoire. Et parfois, il faut peut-être prendre la maternité niveau 2, niveau 3, peut-être faire des cercles concentriques. Et donc, je disais tout à l'heure, zone d'implantation, parce qu'on est en période d'autorisation. Donc, il faut quand même respecter un tout petit peu les règles et la loi, sinon ça devient une anarchie complète. Mais effectivement, il faut regarder sur des zones concentriques et se dire quelle est la capacité, et se dire que certaines mères ont besoin, 1 mois avant le terme présumé, ou quand il y a eu déjà des antécédents, d'avoir un hôtel pris en charge, pas que par l'établissement, mais organisé, parce qu'il y a un vrai risque. Et je ne pense pas qu'il y a que le risque sur les typologies qui sont prises à Marie-Lalonde. Il y en a d'autres bien identifiées, mais les mamans restent sur leur territoire de santé. Le risque est porté par la mère, par la famille et par le bébé aussi. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait les moyens de rester avec des maternités de 5000 accouchements. Il n'y a pas assez de démographie, ou alors il faut travailler dessus. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Pourquoi des maternités aujourd'hui ferment ? Oui, il y a des difficultés financières, mais des difficultés financières quand vous n'avez pas les ressources humaines, que vous ne les trouvez pas, et que quelques remplaçants viennent et vous demandent des sommes exorbitantes, ben non, et quand vous les trouvez. Donc aujourd'hui, le problème du numéro 1 pour nous, c'est les ressources humaines. C'est ça qui nous empêche de tourner. Sinon, il n'y aurait pas de fermeture comme on en connaît, parce que oui, effectivement, ça peut être une source de perte quand on fait que 500 accouchements et ça a amené. Mais aujourd'hui, on assiste à des fermetures avec beaucoup plus d'accouchements et qui vont demain se répercuter sur qui ? Dans quelles conditions ? Donc, le problème numéro 1 de nos structures, c'est le manque de ressources humaines. Et j'insiste, pédiatres, c'est une vraie problématique et les jeunes mamans ne trouvent pas de pédiatre en ville. Les obstétriciens. Pourquoi l'obstétricien préfère faire de la chirurgie gynécologique ? Ce n'est pas les mêmes conditions de vie. Il travaille à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, avec des notions de risque bien supérieures, et pour aucune reconnaissance en plus. Voilà. Donc, et puis les sages-femmes aussi derrière, parce qu'on a aussi un problème de ressources humaines de sages-femmes. S'il n'y avait pas de problème de ressources humaines de sages-femmes, le sujet de la périnatalité serait sûrement moins aigu qu'aujourd'hui. On a un problème monumental de ressources humaines. Il n'y a pas les effectifs, il n'y a pas les gens formés. Donc s'ils ne sont pas formés, on ne risque pas de les trouver. Et tous autour de la table, on se partage les mêmes ressources humaines. Donc à un moment donné, devant les difficultés, devant les risques, parce qu'un jour il y en a un qui ferme, le lendemain c'est un autre, comme les urgences, hein, c'est le même sujet, sans coordination. Aussi, à la fin, vous baissez rideau parce que vous prenez trop de risques à maintenir une activité en étant toujours... L'insécurité, elle vient du manque de ressources humaines parce qu'on est sans arrêt en train de les chercher. Et quand vous êtes responsable d'établissement, eh ben, c'est insupportable. Puis peut-être un mot additionnel, effectivement, à ce que vient de dire Frédéric Gama. C'est vrai qu'on a été, nous, très, comment dirais-je, supportifs et contributifs, en fait, à la démarche des 1000 jours, que ça nous est apparu vraiment quelque chose de très, très important. C'était quand même un objet sociétal. C'était la première fois, peut-être, que la puissance publique vraiment s'emparait du sujet de la petite enfance de manière coordonnée et concertée, pas découpée en tranches. Et nous, on a trouvé ça... On a trouvé que c'était un enjeu, en fait, véritablement, de société absolument majeur. On ne fera pas de politique des 1000 jours, effectivement, qui tiennent, sans les professionnels de la petite enfance. Voilà. Et puis, au-delà, c'est vrai que c'est très important aussi, parce que vous l'avez dit, il y a l'accouchement, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a le pré et le post. C'est très, très important aussi. Et les maternités ont un rôle à jouer. Et aujourd'hui, elles n'ont, avec toutes les tensions, et puis... en l'absence de moyens financiers, sans doute n'a-t-elle pas toutes les latitudes possibles pour jouer ce rôle. Et elles le font souvent, et les professionnels le font
avec les moyens du bord, mais avec beaucoup de dévouement. Mais si on veut vraiment que ça marche les 1000 jours, il faut évidemment que les maternités soient aussi des lieux où la prévention soit vivante. Je pense à des choses extrêmement concrètes. Vous avez parlé dès l'ouverture, Madame la sénatrice, évidemment du baby blues et de la dépression du postpartum. Baby blues, c'est 50 à 80% des femmes. La dépression du postpartum, c'est 20% des femmes en moyenne. Et les pères aussi sont parfois, on les oublie souvent, mais ils sont parfois aussi concernés. Et on a des enjeux, effectivement, là, pour le coup, absolument majeurs, à la fois en amont, qui est en fait de prévention de la fragilité du lien mère-enfant et parent-enfant. On sait, par exemple, que la prématurité engendre une prévalence supplémentaire de négligence, voire de maltraitance envers les enfants. Et plus, effectivement, on est dans des choses qui sont bien en anticipation, plus effectivement il y a des enjeux absolument fondamentaux après. On a tout, effectivement, le soutien du couple dans l'exercice de sa parentalité. Là aussi, ce sont des sujets qui ont émergé assez récemment. Depuis quelques années, c'est heureux, on n'avait pas véritablement ce tropisme-là en France de parler du soutien à la parentalité. Et là aussi, il y a des choses à investir. On parlerait aussi, évidemment, de la sensibilisation des jeunes parents à tout ce qui est perturbateurs environnementaux, etc. Ce sont des choses que les crèches font, mais on voit bien que les maternités font, là-dessus, voilà, que les maternités font. On a été aussi, évidemment, l'entretien postnatal, c'est aussi quelque chose de tout à fait fondamental. Mais effectivement, là aussi, il faut des moyens, il faut de l'accompagnement. On veut poser une politique de prévention dans notre pays en général, sans que, soyons honnêtes, on en voit bien les contours. S'il y a bien un lieu où cette prévention doit être vivante, c'est évidemment dans les maternités, plus largement tout autour de ce qui concerne la naissance. Et là, effectivement, il y a un enjeu crucial qui se joue et sur lequel il faut certainement amplifier de manière drastique le soutien et les actions des acteurs. Juste un petit point plus terre à terre, mais un élément, on a parlé beaucoup des éléments de contrainte, mais il y a un élément qui peut-être peut permettre aussi de mieux incarner les choix sur les questions de territoire, de cadrage, d'outils juridiques, c'est la question de la donnée. C'est d'articuler la donnée pour justement se rendre compte de la réalité en matière de santé publique entre la ville et l'hôpital. Et je parle sous contrôle aussi de ceux qui peuvent s'occuper des réseaux. La capacité à avoir de la donnée intégrée et à adapter la réponse, c'est pas simple aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des données au niveau de l'État pour les établissements, il y a des données du côté de l'assurance maladie. Mais l'articulation de ces données, ça permettrait peut-être de mieux objectiver les mécanos administratifs et d'avoir une réponse adaptée. Alors là, je vais vous rassurer tout de suite, on est archi-briefé sur le sujet et on sait que c'est un des points très importants sur lesquels il va falloir qu'on travaille et puis trouver avec l'ensemble des acteurs des solutions parce qu'effectivement, on se rend bien compte que si on n'a pas une image et un diagnostic précis, c'est compliqué de mettre un traitement en face. Moi, avant de passer la parole, j'aurais 2-3 questions. On nous a beaucoup parlé et on voit dans les chiffres que les pays du Nord, la Finlande, la Suède, ont des taux de mortalité bien inférieurs aux nôtres. Est-ce que vous pensez que le système qu'ils ont mis en place là-bas est duplicable dans notre pays? Première question. On a parlé de l'éloignement et des transports. On nous a dit que... Bon, au début, on avait vu qu'au-delà de 45 minutes, 1 heure, on pouvait commencer à avoir des risques plus importants. Et puis après, on nous a dit que du moment que le transport était assuré de façon sécure, on pouvait augmenter les temps de transport au moment de l'accouchement ou même juste après l'accouchement. Donc, votre avis par rapport à ça? Et puis, vous parliez de la prise en charge avant, pendant, après. Et moi, je trouve, c'est une impression qui est peut-être pas partagée, mais que les jeunes parents, maintenant, sont beaucoup plus déboussolés que nous, on l'était, à la limite, quand nous, on a eu nos enfants. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que, justement, est-ce qu'on leur donne pas trop de conseils, ou peut-être des conseils qui sont en opposition, ou est-ce qu'ils ont peut-être des informations contradictoires, mais voilà, moi ça me frappe aussi de voir que les jeunes parents maintenant, oui,
j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal. Alors on dit bien sûr qu'il faut développer la parentalité et l'aide et les conseils. Et voilà. Mais comment est-ce que vous expliquez aussi qu'il y ait un peu cette différence, enfin moi il me semble, par rapport à notre génération. Voilà, et après je vais donner la parole. Il y a Patrice Joly et Céline Brulin. Peut-être juste sur le transport, pour vous donner, puisqu'on parlait de données à l'instant, pour vous donner quelques éléments. Il se trouve que dans les données, dans les bases de données que les établissements remplissent, dites PMSI, le nombre d'accouchements hors établissement, alors que nous perdions 100 000 naissances entre 2012 et 2022, est passé de 3 300 à près de 5 000 accouchements hors des établissements. Ça veut dire que c'est soit à domicile, soit dans le transport, soit on ne sait pas où d'ailleurs, puisque c'est hors de l'établissement, et qu'effectivement, il y a certainement une urgence à agir pour mieux changer, comme il était fait référence, peut-être changer de fonctionnement et inviter, quand on passe un certain délai, à effectivement se déplacer, non pas le jour J, mais se déplacer 8 jours. Alors, faire très attention à ces chiffres. Alors, faut faire très attention à ces chiffres-là qui sont alors déjà le codage de l'accouchement extra-hospitalier, il a beaucoup de limites. Et en plus, il faut faire très attention à ces chiffres parce qu'on note aussi une augmentation liée à l'augmentation majeure de l'accouchement accompagné à domicile, qui, quand il nécessite derrière une hospitalisation, sera codé comme un AEH, alors que ce n'est pas un AEH. Le fantasme des accouchements extra-hospitaliers, il faut que ça s'arrête tout de suite. On analyse maintenant de manière qualitative, parce qu'en fait, de manière quantitative, ça a peu d'intérêt. De manière qualitative, l'accouchement extra-hospitalier, dans la majorité des cas, il a lieu dans une grande métropole, à 5 minutes de la maternité. C'est seulement un accouchement qui va très vite, qu'on pourra peut-être jamais et complètement annuler. Et surtout, on en a beaucoup dans les grandes précarités. Et ça, c'est peut-être la réponse d'ailleurs à votre dernière question. On a une majoration de la précarité. Mais je vous laisse finir. Alors, mais ça va aller un peu dans votre sens, parce que quand on regarde par région, effectivement, les premiers départements sont Mayotte et puis après, effectivement, Antilles, Guyane, Réunion. Après, sur la métropole, quand même, on a des taux qui tombent, mais autour de quand même sensiblement de 1%. Il y a la Seine-Saint-Denis, la Haute-Garonne, la Seine-et-Marne, le Maine-et-Loire, je ne sais pas pourquoi, la Moselle non plus, mais on est aux alentours de 1% des accouchements en établissement, avec effectivement en tête Mayotte, Antilles, Guyane, Réunion sur cette affaire-là. Donc quand on parle, voilà. Et simplement sur ce sujet, effectivement, l'accouchement inopiné, il est inopiné, comme tu le rappelais à l'instant. En revanche, le vrai enjeu en termes de qualité et de sécurité des soins, c'est moins la distance de la femme à sa maternité, entre son domicile et la maternité, que la distance entre la structure dans laquelle elle va potentiellement accoucher et le plateau technique. C'est-à-dire que concrètement, si la femme fait une hémorragie du postpartum, qu'elle a besoin d'être transfusée rapidement, si l'enfant, il s'avère que le cordon ombilical a entouré son cou, il a une détresse respiratoire X ou Y, il a besoin de moyens réanimatoires. C'est ça le sujet, en fait, en termes d'enjeux de qualité et de sécurité des soins. Et pour faire le parallèle avec ce que vous disiez sur les pays du Nord qui ont d'excellents indicateurs, qui ont fait une concentration en termes de structure sur des très gros plateaux qui font l'accouchement physio, les accouchements hyper spécialisés, qui font tout en fait sur ces très gros plateaux. Je pense qu'en France, on est dans une situation qui est différente. Il n'empêche qu'on peut s'inspirer de certains éléments des pays nordiques, et notamment de trouver ce bon équilibre entre avoir un suivi en proximité de l'ensemble des besoins de la femme, de son retour à domicile après l'accouchement, comme l'indiquait la collègue, et que par contre, le moment de l'accouchement qui soit sécuritaire et qu'on puisse le faire dans un plateau technique, et que là, pour le coup, c'est la femme qui va se déplacer vers cette maternité-là, là, c'est important. C'est vraiment le double mouvement qu'on évoquait tout à l'heure en propos liminaire. La proximité sur tous les besoins de la femme et les besoins du nouveau-né. Là, il faut que les professionnels de santé puissent venir jusqu'à la femme, en CPP, je laisserai peut-être ma collègue en parler, en camion mobile, peu importe la manière, mais là, c'est aux professionnels de santé de se rapprocher de la femme. En revanche, le moment vraiment de l'accouchement, qui là est un moment particulier et qui est sécuritaire, il faut que ça puisse se faire dans certains plateaux sécurisés dans lequel il y a une notion de seuil qui est importante, c'est certain, mais pas que, c'est tous les autres éléments qu'on vous disait au fur et à mesure de l'échange qui sont hyper essentiels, et c'est surtout cette réflexion territoriale
territorial à mener en se disant, voilà, sur mon territoire, c'est quoi mon diagnostic de l'offre de soins, c'est quoi aujourd'hui les structures dont je dispose, les besoins des femmes aujourd'hui dans mon territoire, et comment j'essaie de créer ce maillage-là, en fait, pour y répondre. Si je peux me permettre, sur la partie du transport, le délai en tant que tel, c'est surtout la fiabilité du transport. Parce que le fait qu'il y ait un délai d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est le temps d'attente, le temps que le transport soit disponible en fonction de l'horaire. C'est surtout ça, la disponibilité, qui pose problème. Et le reste en tant que tel est moins important. La distance théorique via Michelin n'a pas trop d'intérêt. La disponibilité d'un transport sanitaire disponible pour accompagner, ça c'est autre chose. Je reviens, la démographie médicale fait qu'on n'a pas des tonnes de ressources qui permettent d'aller emmener des ressources à droite à gauche. Sinon on ne serait pas autour de cette table, je pense, aujourd'hui. Après, le conseil pour les parents, maintenant il y a Internet. Je vous confirme qu'avant on faisait confiance aux médecins, ils disaient quelque chose, on appliquait. Moi, on a dit des jumeaux, tête à droite, tête à gauche, sur le dos, sur le ventre, ça a changé. Et ma sœur, c'était pas différent, tout le monde était différent, mais on écoutait pour autant. Maintenant, ils vont sur Internet, ils sont à se poser beaucoup de questions et parfois, ils écoutent des mauvaises réponses. Mais ça fait partie des choses. Et le dernier point, je reviens sur la précarité. On a regardé ce matin, puisque j'étais au niveau de la maternité pour un autre sujet qui était une certification en cours. La précarité, effectivement, a augmenté inversement proportionnel à la diminution de la démographie. On a quasiment, au niveau de la précarité, sur Paris, là je parle, Saint-Joseph, on a un niveau précarité. Alors c'est pas vraiment précarité, c'est dur à mesurer la précarité. Et là, le PMSI a des biais. Donc on a pris l'origine, c'est-à-dire des parents, des enfants qui naissent de parents qui ne sont pas du territoire français, nés directement. Donc là, ça permet de voir. Et on a 25%. On était à 15% il y a 4 ans. Donc la préparation, la préparation à la naissance n'est pas la même. On doit s'adapter à ça. Là, on doit plus aller en proximité. Sur Saint-Joseph, 25%, voilà, les origines ne sont pas les mêmes, sachant qu'on a une maternité qui a une orientation précarité, et l'IMM qui est un partenaire, eux sont plutôt sur le handicap. Donc on essaye aussi de répondre aux besoins qui sont l'objet de notre fondation. Mais c'est vrai qu'on voit cette évolution, et donc ça n'a pas les mêmes... Alors, il faut être très clair aussi, hein. On a moins de problèmes, on n'a pas de problème d'alcoolisme ni de cigarettes, il y en a moins, mais il y a d'autres pathologies de préparation qui ne sont pas là. Et la sinistralité est liée à ça. Donc je pense qu'on n'a pas les mêmes problématiques que dans le nord de l'Europe. Tenter une réponse à votre question de société qui est extrêmement intéressante. Moi, il y a trois choses, sans que ce soit exhaustif, qui, à mon avis, rentrent en ligne de compte. La première, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que dans un pays en crise, en tout temps de crise un peu aiguë, de perte de repères, etc., les injonctions sur les parents sont extrêmement fortes. On le voit sur l'école, on le voit sur la pression scolaire, et c'est effectivement quelque chose qui est très, très puissant aussi, qui pèse sur les parents. La deuxième chose, c'est sans doute, et ça, Monsieur Moreau l'a très bien dit, c'est effectivement la grande diversité des sources d'information, y compris des sources les plus anxiogènes ou les moins fiables. On sait bien que la naissance comme la mort sont évidemment des viviers privilégiés pour des propos et des contenus qui, sans être sectaires, et parfois ils le sont à tout le moins fantaisistes. Et puis, la troisième chose, c'est que je pense aussi, moi je ne suis pas convaincue du tout que les parents d'avant étaient moins cool. Je pense que surtout, on disait moins de choses. On voit bien, par exemple, que le tabou de la fausse couche, il tend seulement aujourd'hui à se lever un peu. C'est-à-dire qu'on a des femmes sur les réseaux sociaux qui témoignent de la douleur. Ça aurait été impensable il y a encore 5 ans. Et ça, c'est très bien. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Et donc, moi, je ne pense pas que les gens étaient plus sûrs d'eux. Je pense qu'ils cachaient plus de choses. Et qu'aujourd'hui, et c'est heureux, il y a moins de choses taboues. Les pères aussi disent plus de choses, et que c'est très bien, parce que si on a, sous réserve d'avoir des écoutes, des professionnels vraiment à leur écoute, et ben effectivement, c'est très bien aussi qu'effectivement ils viennent chercher les informations, pour peu qu'elles soient fiables, évidemment. Et pour aller dans votre sens, les réunions hebdomadaires de préparation, ce sont les couples. Avant, on avait beaucoup moins de couples, on avait principalement la mère. Maintenant, elles sont pleines, on est obligé de se réserver une salle beaucoup plus grande, et toutes les semaines, ils sont présents, donc ils cherchent l'information. Après, comme vous l'avez dit, je pense qu'on les noie d'informations, et à un moment, ça devient anxiogène. Alors,
Pardon, allez-y. Quelque chose. Oui, allez-y. Après, il y a beaucoup de professionnels qui gravitent autour de la grossesse. Alors, je pense que c'est important d'avoir un professionnel référent, alors que ce soit un obstétricien, une sage-femme ou peu importe, mais il faut qu'il y ait un professionnel référent qui voit la femme, le couple en amont même de la conception, voire au moment de la conception, tout au long de la grossesse, et qui coordonne un petit peu le suivi, qui manage aussi après le post-natal avec l'entretien précoce post-natal, parce que là, tout de suite, on a plein de professionnels. On a la sage-femme qui fait le suivi, l'obstétricien qui fait le suivi, ou le médecin généraliste. Après, ils accouchent à la maternité, ils voient une autre sage-femme, ils voient une autre personne pour le Prado. Enfin, c'est énorme. Je pense qu'une seule personne serait bien, et moins d'informations et moins multitude d'informations. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à nos collègues. Patrice Joly. Très bien, merci Madame la Présidente, merci pour vos éclairages. Peut-être vous dire de là où je parle. Là, je suis élu dans le territoire et j'ai été élu d'une commune qui est où la première, comme en maternité, est à 1h15, 1h30 de route selon les conditions météorologiques à la suite de la fermeture d'une maternité qui était à 3/4 d'heure. Et les maternités de deuxième rang sont entre 1h03 et 2 heures. Je voulais savoir comment, dans vos réflexions, vous prenez en compte un phénomène qui est peut-être simplement conjoncturel, mais l'inversion des territoires où les naissances augmentent. C'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, les naissances augmentaient plutôt dans les zones urbaines denses, dans les métropoles, et les choses bougent sur la période 2020-2022. On a constaté que dans des départements où il y avait des métropoles, comme le département où se trouve Nantes, Marseille, Orléans, Tours, on a une baisse de la maternité, des naissances, et je ne parle pas où les baisses sont beaucoup plus fortes encore dans les départements du Nord, avec Lille, avec Strasbourg, avec bien Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, etc. Et qu'en revanche, on a des augmentations, voire des augmentations supérieures à 1%, dans des départements qui pourraient étonner. Regardez ce qui est passé dans le passé, de ce qui s'est passé, la Manche, la Sarthe, le Cher, la Nièvre, les Hautes-Alpes. Et donc, comment on prend en compte cette inversion, en quelque sorte, des territoires où les naissances croissent? C'est un premier élément, mais ça dépasse peut-être, c'est plutôt des approches territoriales qui relèvent peut-être d'autres acteurs, mais ça me paraît utile de l'évoquer. Alors, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est plus structurel? Et je voudrais savoir, dans le regard de ce que vous avez dit, quel est le nombre de maternités qu'il faudrait fermer, sachant qu'il y en a déjà 32 que vous avez identifiées comme ayant des difficultés à avoir un fonctionnement continu. Je voulais savoir, en matière d'évaluation du risque, est-ce que l'on prend en compte également les éléments relatifs au trajet et aux risques et aux conséquences négatives que peuvent avoir ces trajets-là, au regard des risques qui sont pris par l'enfant et la mère. Et puis, vous avez évoqué la question des GHT, en évoquant cette possibilité des GHT d'organiser en quelque sorte le territoire. Mais vous avez des GHT qui sont en grande difficulté également et qui peinent déjà à avoir suffisamment de moyens humains, de ressources humaines pour faire fonctionner l'établissement pilote, je crois qu'on appelle comme ça. Alors j'ai aussi un questionnement et un peu toujours une crainte lorsqu'on raisonne en termes de cercle concentrique, qui est une approche un peu classique de l'organisation de la société. Il y a un centre et il y a une périphérie avec une logique un peu de domination et de distance. Je me dis qu'il y a dans les sociétés dans lesquelles on est aujourd'hui, où la technologie le permet et les moyens aussi de mobilité, est-ce qu'on ne peut pas essayer de renforcer notre réflexion en fonctionnement en réseau, où là, les GHT pourraient avoir leur place si on leur donne les moyens? Merci. Alors, en réseau, c'est possible. Il y a des expériences actuellement en Auvergne où c'est un camion aux petits soins qui s'appelle aux petits soins. Et donc, pour les patientes, les couples qui sont éloignés des maternités, alors dans l'Allier, par exemple, il reste 3 maternités. Dans la Nièvre que vous avez évoquée, il reste une seule maternité, 1300 naissances. Voilà. Donc, mais dans l'Allier, les maternités font moins de 1000 accouchements, les 3. Donc, ça veut dire que si on écoute les
les fermetures des maternités en dessous de 1000, soit on regroupe les 3 maternités pour en faire qu'une seule, et on n'a qu'une seule maternité par département. Mais si c'est ce choix qui est choisi, il faut absolument soit mettre à disposition des patientes et des couples un peu éloignés des moyens pour un bon suivi, une bonne coordination, des moyens pour les emmener après pour l'accouchement. Donc soit il y a, comme vous disiez, il faut des professionnels, des professionnels qui vont les chercher au bon moment, mais des professionnels aussi, enfin des camions qui sont équipés. Il ne faut pas qu'une simple ambulance. Il faut mettre un professionnel de la natalité, de la périnatalité dans ces ambulances. Si vous mettez qu'un brancardier ou un chauffeur, c'est pas suffisant. Donc si on fait le choix de regrouper, il faut anticiper longtemps à l'avance. Il faut prévoir des équipes mobiles, soit en anté, en post-natal ou au moment de l'accouchement, mais ça s'anticipe et ça se réfléchit avant, en fait. Voilà. Parce qu'une fermeture de maternité, c'est compliqué à l'arracher. Nevers, justement, la seule maternité de la Nièvre a fermé 7 jours l'année dernière pour faute de sage-femme. Voilà. Il y a d'autres maternités dans la région, l'ex-région Auvergne, qui ont fermé 3-4 jours parce que par manque de pédiatre, par sage-femme, obstétricien. C'est le quotidien de tous les jours là qu'on a dans nos maternités. Voilà. Alors, par rapport à la territorialité, moi je dirais que justement, il faut qu'on arrête de subir les fermetures. L'idée qu'on en a, nous, c'est d'anticiper les choses. C'est-à-dire se dire sur ce territoire-là, au vu de l'isolement de la population, il faut maintenir une maternité. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut réorganiser ce qu'il y a autour. Parce que sinon, on aura beau le dire, si tout d'un coup vous avez pu, et dans notre enquête, là, c'est dans 50% des cas, les suspensions, c'est lié à un manque d'anesthésistes. Donc c'est le manque qui revient en top 1. Manque en anesthésiste. 48% des suspensions ces derniers 15 mois, c'était un manque en anesthésiste. Et donc, si on l'anticipe pas, si on ne pense pas à ça, eh ben, celle qui va être suspendue, la maternité, voire fermée définitivement, c'est pas celle qu'on aurait choisie. D'où l'importance d'anticiper. Et quand aussi on fait un choix, souvent c'est pas un choix de gaieté de cœur, mais si on doit faire le choix de fermer une maternité, renforçons la maternité de voisine pour pas faire l'erreur qu'elles aussi subissent les mêmes problèmes dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on appelle, c'est à anticiper et n'arrêter de subir les suspensions, les fermetures, pour éviter ce que vous venez de décrire, parce que sinon, les déserts, ils vont se faire tout seuls, et là, on va mettre en danger, effectivement, les femmes et les enfants. Je ne sais pas si... Vous avez abordé 2 sujets, aussi la télésurveillance au niveau des mères. Juste pour revenir sur ce qui a été dit précédemment. Moi, c'est vraiment nos problématiques, c'est plutôt les pédiatres, mais ça dépend. Quand on a une activité, un établissement qui ne fait pas qu'une maternité, mais qui a d'autres activités, nous, nos anesthésistes font, certes, bien sûr, il y en a qui sont spécialisés pour la maternité, mais ils ont d'autres activités parallèles, ce qui fait qu'à certains endroits, ce n'est pas automatiquement les anesthésistes qui posent le plus de problème, c'est plus les pédiatres, les obstétriciens et les sages-femmes. Après, on parlait des statistiques tout à l'heure. Maintenant, on arrive à suivre très très bien les données. On a fait des articles 51 d'épisodes de soins pour la prothèse de hanche. On sait voir 6 mois avant, 6 mois après, exactement combien de fois on a fait une prise de sang, combien de fois on a vu l'orthopédiste, combien de fois on a vu une infirmière, combien de fois on a fait un pansement. Dans les territoires comme celui que vous évoquez, et pour avoir géré plusieurs cliniques dans la Creuse, que ce soit Châteauroux, Saint-Amand-Montrond, Guéret, etc., je vois à peu près ce qu'il en est. Je serais curieux de savoir quel a été le suivi avant l'accouchement de ces patientes-là. Qu'est-ce qui a été offert? Parce que ça, c'est un suivi de ville. Et déjà, si le suivi est bien fait, je pense que là où il n'y a pas de maternité, et là on parle plutôt de sage-femme, d'infirmière libérale aussi, parce que c'est là peut-être qu'on doit avoir nos niveaux d'exigence absolument, et ça ne veut pas dire faire une médecine à 2 vitesses, mais plutôt que de rien avoir, si on se rend compte que les personnes, pendant les 9 premiers mois, ont 2 visites dans tout et pour tout, parfois de faire des intermédiaires, comme on fait même pour d'autres activités. Je vous rappelle qu'on a mis des infirmières de pratique avancée, et même quand on a des chimios, on a des oncologues, puis après on a des réévaluations avec d'autres personnes, et on le fait pour tout, donc ça peut être utile de regarder. Moi, je serais curieux de voir ces personnes-là, combien elles ont eu de contact avec un professionnel de santé, alors pas d'un pédiatre, un obstétricien qui est disponible sur les territoires, mais combien de fois? Et si c'est bien préparé en avance, là par contre, on peut limiter les risques. Est-ce qu'on arrivera pour autant à maintenir des maternités de proximité avec les distances? Ça va dépendre des territoires, ça va être plus compliqué. Et pour revenir sur la télésurveillance, de temps en temps, une sage-femme, pour qu'elle veuille s'installer seule au niveau de la Creuse,
la téléconsultation, c'est pas pour permettre de travailler de chez soi. C'est pour permettre aussi de réassurer. Moi, on a à Saint-Joseph ce qu'on appelle les centres Marie-Thérèse, des centres de santé. Certains médecins quittaient les centres. Le fait d'avoir mis de la télé-expertise avec à côté un pneumologue, un cardiologue de Saint-Joseph qui va être faire, permet de sécuriser une sage-femme qui serait seule. Si demain, on dit qu'à toutes les sages-femmes dans les territoires isolés, vous avez la certitude d'avoir de disponible, comme ça se fait dans la maison de santé, un obstétricien qui sera pas sur place. On est en pénurie, on le dit, on va pas les créer. Enfin, moi, je ne sais pas les créer. Et on dit que sur certains territoires, on met en place une télé-expertise où il y a un intérêt et un suivi. Et puis de temps en temps, mais oui, elles auront, avec le bon transport médicalisé qui va bien, elles devront, et parfois sur certaines, elles devront rester à proximité. Oui, pour le travail, c'est compliqué, oui, pour tout le reste. Mais peut-être elles devront être hébergées 15 jours avant, à proximité du lieu où c'est le mieux approprié. Mais je pense qu'il faut mailler comme ça. Je crains que démographiquement, nous n'arrivions pas à maintenir techniquement. Et comme ça a été tout à l'heure, certains vont fermer par obligation et par manque de permanence des soins. Et il faut qu'on puisse se préparer. Mais je pense que ces patientes-là, dans ces territoires-là, combien de fois elles ont vu une sage-femme dans les 6 mois d'avant? Combien de fois les monitorings ont été faits? Combien de fois ils ont été relus par un obstétricien à distance? On sait faire des télémonitorings, hein. Il y en a plein. Ma femme a eu des jumeaux. Tous les jours, il y avait télémonitoring suivi à distance. Et ça se faisait bien. Puis quand ça n'allait pas, à 7 heures, c'était mal posé, faut venir. Donc vous faites 1 heure de route, il faut quand même y aller, il faut y aller. C'est comme ça. Mais peut-être qu'il faut, à certains endroits, le mailler beaucoup plus pertinemment. Merci. Céline Brulin. Merci, Madame la Présidente. On voit très bien et vous décrivez très bien les phénomènes de fragilisation subis. Mais est-ce que vous avez des chiffres qui permettraient de dire que des maternités de niveau 1, des maternités de proximité de type 1, on dit paraît-il maintenant, ont aujourd'hui plus de sinistralité, d'accidents, de problèmes? Est-ce qu'on peut quantifier ça? Est-ce qu'on peut regarder ça? Deuxième question, effectivement, les regroupements et la situation qu'on connaît fait qu'il y a des regroupements subis. Mais alors c'est peut-être parce qu'on a été déformé par les précédentes auditions, mais on voit bien que, et une collègue le disait à peu près en ces termes l'autre jour, que après tout, si le bon critère, ce que vous ne dites pas, c'était le nombre d'accouchements réalisés, les choses auraient plutôt tendance à s'améliorer, puisque de fait, il y a moins de maternités, et donc celles qui existent encore en font davantage. Or, on voit que ça n'est pas le cas, c'est même l'effet inverse. Et ensuite, vous décrivez, et on n'est pas surpris de ça, un énorme problème de ressources humaines, effectivement, qui ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Et puis on est tous des gens responsables, donc on doit réagir à cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais à mon avis, ça ne peut pas non plus se solutionner par des grosses maternités ou des plateaux techniques qui ont leur intérêt, bien évidemment, parce que quand vous dites oui, mais il y a tout un pan des différentes phases qui doit être assumé par la médecine de ville, mais on sait que lorsqu'il n'y a plus d'établissement public, d'établissement hospitalier de proximité, il n'y a plus non plus ensuite de médecine de ville au niveau. Et donc, il ne s'agit pas que les maternités de proximité assurent à elles toutes seules partout la démographie et soit. Mais on voit bien que des regroupements avec des maternités de type 2, 3 dans certains pôles, ça peut aussi conduire à accroître les déserts médicaux, alors que vous, comme nous, on veut exactement le contraire. Je ne sais pas si j'ai... Alors moi, je peux vous répondre sur la sécurité et qualité des soins, parce qu'en fait, un des gros rôles des réseaux, c'est l'analyse des événements indésirables. Et quand on regarde les événements indésirables, et les plus graves pour nous, c'est le décès de la maman et les décès des bébés à terme, qu'ils soient in utero ou après leur naissance. Et quand on regarde ça, ce qui ressort, c'est pas forcément type 1, type 2. Ce qui ressort, c'est stabilité des équipes. Donc le recours aux intérimaires ressort comme un facteur de risque. Et l'autre chose qui ressort, c'est garde sur place ou pas garde sur place. Ça veut dire que si un bébé, il est coincé avec un arrêt aux épaules au moment de l'accouchement, si l'obstétricien de garde, on est en pleine nuit bien sûr, s'il n'y a pas un obstétricien de garde mais c'est une astreinte,
on a le temps d'avoir une belle perte de chance pour cet enfant qui risque d'avoir ou une encéphalopathie anoxo-ischémique ou même décéder. Donc nous, ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que les événements indésirables les plus graves ont souvent lieu là où on a... Donc, ce n'est pas une histoire de type 1 ou type 2, c'est plutôt une histoire d'équipe où il y a ce phénomène où il n'y a pas de garde sur place. Surtout qu'en périnatalité, il peut y avoir des journées très, très calmes. Et puis, tout d'un coup, une nuit très, très agitée. Et quand vous n'avez qu'une seule équipe d'astreinte, pas de seconde ligne, on priorise. La priorité, ça sera toujours la mère. Donc, s'il y a une hémorragie à gérer et une anomalie du rythme, on va gérer l'hémorragie. Mais l'anomalie du rythme peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, pour nous, on essaye d'être très, très qualitatif parce que justement, on veut des données fiables et le PMSI ne nous permet pas de savoir ça. C'est pas parce qu'on a un taux de césarienne bas que c'est bon, parce que si à côté de ça, on a plein d'encéphalopathes, on n'est pas content. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment du qualitatif dans les réseaux. Et là, on a une mission actuellement financée par la DGS, l'adresse et la DGOS sur justement quid de cette mortinatalité augmentée. Et les premiers éléments, en tout cas, nous, en Lorraine, on fait depuis longtemps cette analyse, c'est souvent des questionnements plutôt liés à la permanence des soins, parce que 80% des événements indésirables ont lieu la nuit et le week-end. Et en complément de ce que vient de dire ma collègue, cette notion de garde sur place, donc elle est liée à un seuil qui est établi dans les fameux décrets dont on a beaucoup parlé de 1998. Et c'est là où on pense qu'il y a un vrai sujet à rouvrir en fait des travaux sur ces décrets, parce que derrière en fait c'est toute l'organisation qu'on souhaite, c'est tous les enjeux qualitatifs et de sécurité qu'on souhaite porter. Et il y a un réel intérêt de se reposer sur l'organisation que l'on souhaite, la qualité que l'on souhaite et tous les critères qui vont faire qu'une maternité est viable. Et comme ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est un faisceau d'éléments et la stabilité de l'équipe en fait partie. Le seuil aussi, on va pas se le cacher, très clairement en fait partie aussi. Mais la notion de plateau, de sécurité, tous ces éléments-là doivent être embarqués et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps de pouvoir revoir ces décrets et les renforcer par des aspects de gradation, d'éléments qualitatifs, de sécurité, d'équipe de territoire, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, porté évidemment par exemple les groupements hospitaliers de territoire, que ce soit des filières en fait qui puissent vraiment souder la périnatalité et donc c'est dans ce cadre-là qu'on pense que ces décrets doivent urgemment être revus. Pour répondre à votre question des ressources humaines, il y a une vraie problématique sociétale aujourd'hui. On n'a pas moins de médecins, on n'a pas moins de sages-femmes. Au contraire, on en a plus. Mais il y a une orientation, c'est ce qu'a dit tout à l'heure M. Moreau, une orientation vers des métiers, entre guillemets, avec moins de pénibilité. C'est-à-dire que... Et c'est en défaveur de l'hospitalier. Et donc, un pédiatre, même si on en forme un peu plus, il va commencer par s'installer en ville. Alors, c'est peut-être pas non plus la spécialité la plus recherchée parce que c'est pas celle qui est la mieux revalorisée, on va dire ça. Mais on assiste aujourd'hui à une baisse moyenne du nombre d'heures consacrées à la médecine. Et c'est quand on dit qu'il faut 2 pédiatres pour remplacer un, voire 3 pédiatres pour remplacer un, on peut dire la même chose sur les obstétriciens. Tout à l'heure, on en parlait. Un obstétricien, avant, faisait 400 accouchements. Aujourd'hui, quand il en fait 100 dans un établissement de soins... Voilà, exactement. Et notre problématique, enfin, c'est une problématique sociétale et de gens qui, entre guillemets, peuvent effectivement aller s'installer en ville ou même de sages-femmes qui, globalement, aujourd'hui, exercent plus en libéral que dans les structures hospitalières. Et ça, c'est une vraie réflexion de je sors du diplôme, je suis financé par l'État et j'ai la liberté d'installation. Voilà, donc ça, c'est pas simple pour les structures où tant qu'il n'y a pas, entre guillemets, satisfaction à 100% de l'ensemble des territoires, de tout ce qu'on a besoin en médecine de ville, l'hospitalier va être en difficulté. Parce que l'hospitalier représente par définition la contrainte aujourd'hui qui, entre guillemets, n'est plus supportée. Alors après, on peut ne pas être d'accord, de ne pas partager ce point de vue, force est de constater que nous subissons cette situation. Donc, je ne sais pas exactement comment résoudre la problématique, mais c'est ça auquel nous sommes confrontés. Ce que j'entends, c'est vrai que
Tout à l'heure, je vous disais, un obstétricien préfère faire la chirurgie gynéco parce que ça sera du programmé, parce qu'il exercera en journée. Mais on peut dire la même chose aussi des sages-femmes qui doivent accoucher la nuit, le jour, le 31 décembre et ainsi de suite. Alors que quand vous êtes installé en ville, vous fixez vous-même vos propres contraintes. Et ça, c'est un vrai problème de société qui nous échoue. Très bien. Je vais redonner la parole à notre rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Moi, je vais terminer par peut-être une question et une remarque. Je ne sais pas si vous la prendrez comme une question ou... On a, je crois que c'est vous, monsieur, qui avez... Non, c'était peut-être la première diapo où on avait une population captive, on va l'appeler comme ça, je sais pas, voilà, qui reste dans les maternités où il y a déjà en fait des fuites d'une maternité qui est non sécure, c'est ce que vous aviez dit, et qui part déjà de manière spontanée vers des maternités plus sécures. Du coup, le nombre d'accouchements dans la maternité non sécure continue à baisser et on a une espèce de spirale. Est-ce que vous ne craignez pas en fait, je comprends que les professionnels aient envie de se regrouper sur des plateaux, la pénibilité, le nombre de gardes, tout ça, je pense qu'on l'a tous compris. Si toutefois il y avait des regroupements, est-ce qu'on ne fait pas peser sur cette population captive, qui est souvent une population la plus précaire, la moins mobile, avec des difficultés de se déplacer, comment on va gérer, même si c'est 300, 400, 500 naissances, comment on va gérer cette population captive? En fait, c'est ça la question, qui ne va pas pouvoir ou moins pouvoir se rendre sur des plateaux plus éloignés. Donc, financièrement, est-ce qu'ils ont un véhicule? Est-ce qu'on peut les emmener? Est-ce qu'il va bien falloir s'en occuper de ces 400, 500 personnes? Ça, c'était ma première question. Et puis, on a eu une audition de l'INSERM précédemment, qui nous a fait un peu état des risques. En fait, c'était une étude qui nous montrait des risques. Et en fait, dans deux cas différents, c'est-à-dire la mortalité maternelle, toutes causes confondues, et le risque de prise en charge inadéquate d'une hémorragie grave du postpartum, en fait, on avait deux indicateurs qui ressortaient assez significativement. C'était d'une part le défaut d'anesthésiste sur place et les établissements en fait, privés à but lucratif. Alors, est-ce que les deux sont, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais en fait assez distinctement, effectivement, il y avait ces deux critères en fait qui ressortaient. Donc, si vous avez peut-être des explications. Globalement, nous, on n'a pas de problème d'anesthésiste. Parce qu'en général, on n'a pas une activité monodisciplinaire. On fait toujours minimum de la chirurgie avec, et donc l'anesthésiste, on va l'avoir. Non, chez nous, c'est pas le sujet des anesthésistes. Mais c'est plus le problème des autres spécialités qu'on a évoquées tout à l'heure. Pédiatre numéro 1. Moi, je dis pédiatre numéro 1, obstétricien et sage-femme. Alors, si je peux vous répondre sur mon schéma. C'est pour ça qu'on pense bien à ces familles les plus précaires qui ont effectivement parfois plus de difficultés à se mobiliser. C'est pour ça qu'on pense, nous, qu'au lieu d'user, entre guillemets, les professionnels à la permanence de soins sur ces petites maternités-là, c'est qu'il faudrait redynamiser de la proximité pour le suivi de ces grossesses-là. Donc ça, on garderait de la proximité. Et l'accouchement, c'est une fois dans le parcours de grossesse. Et à ce moment-là, il y a des choses qui existent. Il y a l'hébergement non médicalisé qui vient d'être mis en place, si cela est nécessaire. Et puis il y a aussi beaucoup... Et on parlait des pays nordiques qui ont plus de neige et moins de maternité. Il y a aussi des moyens d'anticipation, d'éducation à la santé pour faire en sorte que ces femmes-là prennent bien conscience du moment où il va falloir se rendre à la maternité. Et on est rarement sur des distances aujourd'hui avec les projections qu'on fait qui dépassent l'heure de route. Et des femmes qui accouchent en moins d'une heure, ça arrivera toujours, mais c'est extrêmement rare. Et donc, on pense vraiment qu'on serait plus sécuritaire qu'aujourd'hui se dire, c'est pas grave, elles en ont une maternité à côté d'elles, mais bon, faut qu'elles tombent sur la bonne nuit pour avoir la bonne équipe de garde. Ça, je pense que pour moi, c'est beaucoup plus choquant que de faire l'éducation à la santé en disant, voilà, on vous a suivi tout au long de votre grossesse en proximité. Je reviens sur la télémédecine aussi, bien sûr. Et puis sur des équipes territoriales qui accepteront aussi d'aller faire de la grossesse à haut risque à distance. Mais par contre, la gestion de l'accouchement, ça devra être sur un plateau sécurisé. Et moi, pour le risque dont vous me parlez, et c'est demain les rendus des résultats de l'enquête confidentielle au ministère, je pense que les risques hémorragiques, c'est aussi l'accès aux produits sanguins labiles. Et ça, parfois, cette aire de maternité plus isolée,
ou peut-être à but parfois, enfin privé ou que ce soit à but ou non lucratif, ont peut-être un accès aux réserves de sang plus compliqué que certains gros centres. Ça dépend de où est l'EFS. Après, je crois qu'il n'y a aucun professionnel. Après, on a tous dans nos établissements des réserves de sang quand même. Hein. Il faut nuancer ses propos quand même. On a tous. Non, mais c'est les chiffres. On a des chiffres, donc on essayait de les comprendre. Je vais me permettre de répondre aussi juste sur la partie, sur la question que vous posiez. Donc, sur les statistiques de décès, ça on pourra pas, je pourrais pas vous le dire. Par contre, on le disait, le maillage territorial est une nécessité, et à un moment, dès que la grossesse est déclarée, parce que les grossesses sont déclarées auprès de l'employeur assez rapidement, pour ceux qui ont un emploi, on est bien d'accord. Il faut aller vers. Le aller vers, on l'a fait pour la vaccination du Covid. On a été vacciner des personnes. Sur certains territoires, il y a eu des cellules de l'ARS qui ont été, je ne sais pas que tout a marché, mais des personnes qui ne se seraient jamais vaccinées, il y a eu des cellules d'aller vers, déclarations d'accouchement qui donnent des droits, donc il y a des déclarations qui sont faites. Les maternités ne sont pas toujours là, donc il y a le aller vers pour identifier les entretiens nécessaires, obligatoires, et je pense que c'est un territoire qui n'ont pas de maternité, doivent être plus couverts dans ce cadre de cet aller vers. Parce qu'inversement, vous avez des personnes qui ont la chance d'habiter près d'une maternité niveau 2, voire niveau 3. Comme les maternités ne sont pas toutes pleines aujourd'hui, il y en a qui vont, pour une grossesse qui a besoin d'une maternité niveau 1, vont et sont très très bien dans une maternité niveau 2, mais ça n'a pas de nécessité. Et inversement, et j'en parle, j'ai une maternité niveau 2B, une grossesse non pathologique niveau 1, on l'accepte, ça soulage parfois aussi les équipes de ne pas avoir qu'une réa néonate, il faut être très honnête, débordé, avec toujours des cas. Donc c'est bien aussi parfois d'avoir cette partie-là. Donc oui, l'égalité n'existe pas. Comment on compense? On ne va pas compenser une démographie territoriale juste par la volonté. Il ne faut pas oublier si vous regardez statistiquement parlant, un interne qui sort d'un CHU, il ne va pas très loin tout au bout, sauf s'il est natif d'une région. Quand on les aura fait faire leur internat, qui sont venus dans une région, ils vont retourner près de leur région natale. On peut dire ce qu'on veut. Vous n'allez pas forcer un pédiatre à retourner dans un endroit qu'il ne connaît pas. Ça peut être... On peut le regretter, on peut le faire, mais c'est la réalité du quotidien. C'est une réalité. Donc, comment on pallie en partie à cette partie-là? Donc, à un moment, il faut aller dans le aller vers. Il faut aller dans le aller vers pour ceux qui ne sont pas, pour les faire rentrer dans des parcours, pour que, au final, c'est une maîtrise de risque. Dans tout ce qu'on fait au niveau de la qualité, vous demandiez est-ce qu'il y a plus de risques? C'est la maîtrise de risque. Le plus gros risque, il n'y a pas de stats. La maîtrise de risque, c'est la coordination de l'équipe. C'est vrai que quand vous avez une équipe dimensionnée pour 500 accouchements, vous avez moins de back-office. Quand j'ai une équipe à Saint-Jean, que j'ai 40 anesthésistes, même si j'en ai un qui ne va pas très bien, j'ai le deuxième, le troisième, le quatrième. Quand j'en ai que 3 et que je fais 3 blocs opératoires, le risque est plus important. Donc, c'est lié à la taille de l'équipe, et souvent la taille de l'équipe est liée au nombre d'accouchements. Donc, ce n'est pas le nombre d'accouchements qui fait le danger, c'est la taille de l'équipe, mais souvent les deux sont liés quand même. Donc, il y a quand même... Plus on va pouvoir avoir un second appel, mieux ce sera quand même. Ce que vous dites, Monsieur Moreau, est totalement transposable à l'ensemble des professionnels de santé, parce qu'on voit bien que les lieux aussi de formation sont des lieux souvent très urbains, et qu'effectivement les professionnels n'ont pas forcément l'envie, on ne peut pas les en blâmer d'aller ailleurs. Idem aussi sur la reproduction sociale, puisqu'on a aussi des médecins issus des CSP+, et comment on fait effectivement aussi pour recruter plus largement dans des viviers sociaux plus larges sur les professionnels de santé. Et tout ça, c'est un vrai... Juste pour illustrer un exemple, parce que personne ne s'inquiète là-dessus. Moi, j'avais des cliniques, on faisait de la chirurgie pédiatrique. Personne ne se pose la question, mais aujourd'hui, quels sont les établissements qui sont habilités à faire de la chirurgie pédiatrique? Comme ce n'est pas des naissances, on s'inquiète moins. Mais quand il faut faire 40 km pour une torsion de testicule, alors c'est pas toujours mortel, fort heureusement, une impandicectomie qui se termine en péritonite et toute cette partie-là, on ne se pose plus de questions. Mais avant, il y en avait partout. Il y avait des chirurgiens généralistes, on le faisait dans des qualités. On a dû, pour assurer la sécurité, concentrer. Mais aujourd'hui, malheureusement, là, les distances sont bien... Il y a la naissance, puis il y a 1 an après la naissance et 2 ans. Comment c'est pris en compte? C'est pas dans une maternité que ça se passe. Ça, c'est très compliqué. Moi, je le vois à Marine-Longue, ça vient de partout. À Metz, on en faisait. On nous a dit, j'ai acheté. Ça doit être fait dans le public.
fermez-la et transférez au public. Je l'ai dit, ça va être un fiasco. On a insisté. J'ai transféré au public. Ça a fermé, il n'y en a plus du tout. Ils ont arrêté de faire cette partie-là. Ce n'est pas lié au public. C'est lié de se dire que la structure de regroupement fait la chose. La réponse est non. C'est lié à un territoire. Il y a les naissances, mais les bébés, au bout de 2 ans, il y a aussi des complications. Il faut les prendre en charge. Là, oui. Et cette question, on risque d'aller sur la même chose à la fin. Une dernière question, Annie Léo-Héroux. Et puis après, je voulais juste une toute petite remarque par rapport à ce qu'a dit là-dessus, mais toute petite, et je me tais juste après. C'était simplement que je voulais rappeler que les maternités de niveau 2 et niveau 3 étaient d'abord des maternités de proximité sur leur territoire, qu'il y a aussi un choix aussi des femmes, et que la physiologie de l'accouchement, on le sait souvent après l'accouchement, et c'était des points importants qui étaient à rappeler. Et juste par rapport à ce que vous disiez sur l'accès aux soins et comment rapprocher les femmes qui en ont le plus besoin, il y a aussi toutes les notions d'hôtels hospitaliers qui existent aujourd'hui, qui peuvent être peut-être des éléments qui sont financés pour les femmes les plus précaires et qui peuvent permettre de les rapprocher de maternités qui sont sécures. Très bien. Annie. Juste une remarque, parce que vous parlez tous d'une pénurie de ressources humaines et on ne vous entend pas vous alarmer du fait qu'il faut plus de ressources humaines, donc plus de pédiatres, plus de sages-femmes. On a passé la soirée à dire ça. Si, ça a été dit plusieurs fois. Moi, ce que je retiens, c'est plus il faut gérer la pénurie d'une certaine manière et concentrer sur des grandes maternités qui, elles... Ah non. Si, ça a été dit. Pardon. Non, notre sujet, c'est qu'il n'y a pas assez... Je vais y arriver. Il n'y a pas assez de professionnels formés. Et ça prend 10 ans à former. Alors, ça prend 10 ans. Une dernière intervention. Pardon, c'est peut-être juste une réponse à ma copine en même temps. C'est pas simplement pas assez de personnel formé, c'est surtout qu'il n'y a pas assez de temps médical. Vous avez évoqué tout à l'heure les gens. Oui, on l'a dit, c'est ce qu'on a dit. Je m'intéresse particulièrement à la médecine générale et vous savez le drame que l'on vit aussi en médecine générale. 90 000 médecins généralistes, 45 000 qui existent. Où sont passés les 45 000 autres? Qu'est-ce qu'ils font? C'est du temps médical qu'on manque et qu'il faut donc partager les tâches, avoir des équipes. Je suis très content de vous avoir entendu parler d'équipes traitantes et de coordination, parce que s'il y a quelque chose dans lequel je crois, c'est vraiment le fait de travailler en coordonné et en équipe pluriprofessionnelle, sans mépriser la sage-femme qui serait en dessous, sans mépriser l'infirmière ou la puère, parce qu'on doit tous travailler ensemble. Donc vraiment, je crois que c'est pas simplement le nombre d'étudiants qui arrivent au bout de leurs études, c'est surtout redonner de l'attractivité à ces métiers pour que ceux qui aujourd'hui ont fait les études et font autre chose reviennent à exercer le métier qu'ils ont choisi, tout simplement. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même un problème sociétal de gens de professionnels aujourd'hui qui veulent exercer leur métier, mais plus de la même façon, avec des horaires plus réduits. Plus les 70 heures semaine, c'est fini. Bien, écoutez, je pense que nous avons largement débattu. Je faisais 60, c'est déjà pas mal. Il reste une question? Non. Juste, c'est pour prolonger le 30 secondes, non. De Madame Creuse, mais simplement. On ne prolonge pas les débats. Non, c'est pas prolonger, c'est simplement. Enfin, je prolongeais l'idée plutôt. Elle dit que vous dites, Madame Creuse-Leroy, qu'il faut que les grossesses soient mieux suivies. Compte tenu des problèmes de présence de professionnels de santé sur les territoires, ça veut dire par là que vous envisagez qu'il y ait une régulation de l'installation des professionnels de santé pour permettre que l'ensemble des territoires soient correctement pourvus. C'est oui ou non? J'envisage surtout qu'il y ait des équipes territoriales, c'est-à-dire une seule et même équipe qui propose de la consultation en proximité et une sécurité sur un plateau technique adapté avec une équipe qui se connaît, qui a l'habitude de travailler ensemble et qui fait des beaux projets. Voilà, très bien. Il me reste à vous remercier chaleureusement d'avoir débattu avec entrain, de nous avoir donné toutes ces explications. Et à mes collègues qui sont encore là, je leur donne rendez-vous demain à 13h30. Nous auditionnerons l'Association nationale des puéricultrices. Voilà.
Ah oui, mais on n'a pas le temps. Voilà, merci beaucoup et bon retour.